Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. T'as préparé une intro. Moi j'en avais une aussi, d'intro. Ah bah alors on prend la Mais moi c'était. On prend la meilleure. Ah ouais, non, mais c'était. on est hyper coordonnés. Non, mais tu sais pourquoi ? Dis-moi. Parce que hier soir en couchant Lou, elle me dit c'est qui le prochain invité de Tipping Point, etc. Donc je dis c'est Hervé. Je dis ok. Elle m'a dit mais c'est qui Hervé ? Je dis Hervé tu l'as pas encore rencontré, donc c'est notre copain Hervé qui travaille patron de la place Bellecour. Ah génial. Alors elle me explique qu'elle a couru place Bellecour. Enfin bref, je passe les détails. Et elle me dit c'est qui ? Et je lui dis c'est un extraterrestre. Et je lui dis c'est un peu extraterrestre. Et tu t'as remployé le mot tout à l'heure là quand on prenait le café, foutraque. Ouais, en fait, je pense qu'il est foutraque. Et Olivier nous avait dit ça. Je sais pas si tu te souviens, dans l'enregistrement, fait partie un peu anti-système. En tout cas, c'est un trouveur de solutions. Voilà. C'est il y a jamais à court d'idées. Et moi, tu vois, c'est vraiment ce que j'avais en tête, quoi. Jamais à court d'idées, toujours une solution. Et puis ça va à 100 000 à l'heure, quoi. Ça va à 100 000. C'était ça mon intro. C'est parce que c'est surtout Avec la machine à café. Génial, avec la machine à café qui se réexcite. Laisse tomber, elle va vidanger, elle va s'arrêter après. Et si tu veux un café à un moment pendant le truc, je vais refaire un café avec grand plaisir. Mais pas facile à faire cette intro. Et moi, si tu veux, il y a un truc aussi, c'est à te dire, mais comme on enregistre déjà, c'est déjà dans la boîte, mais je souhaite à tout le monde d'avoir la chance de rencontrer Hervé. Vraiment. Et vous mettez la pression, là. Hein. Mais moi, je me sens hyper chanceux de t'avoir rencontré. Merci, déjà. Maintenant, je te laisse. Non, mais si c'est parti, je prends juste la suite. Vas-y. On garde les deux intros. Ouais. Puisque donc, nous ne nous étions pas concertés. Chacun avait écrit quelque chose. Et tu vois, quand Romain il dit c'est pas facile l'intro, j'ai écrit exactement ça. Tu vois, c'est ma première phrase. Après, bien sûr, qu'on a la joie de t'accueillir, Hervé, sur Tipping Point. J'avais écrit tu ne nous rends pas la tâche facile pour cette introduction. Parce que un parcours classique, non. Un chef d'entreprise classique, non. Une entreprise classique, non plus. Donc, par où commencer tu vois, et je me suis dit, en fait, s'il y en a bien un qui rentre pas dans les cases du tout, c'est toi. Et c'est, je pense aussi, ce qui nous rend aussi joyeux avec Romain d'enregistrer avec toi ce matin. Et de comprendre encore un peu mieux, même si tu nous as déjà raconté plein de choses, d'où tout ça te vient, comment tu as fait grandir le et les projets qui te tiennent tant à cœur et la manière dont tu le fais. Voilà, j'avais aussi fait un petit clin d'œil à Olivier Frérot, puisque la première fois qu'il nous a parlé de toi, c'était pour illustrer son terme de transgression éthique. Alors, je sais pas si c'est son terme ou si c'est un terme que vous avez co-défini tous les deux, mais nous, c'est vraiment un terme Olivier qui nous s'est a occupé parlé. de l'éthique et Hervé de la transgression, je pense. Alors, pour être précis, ni l'un ni l'autre, parce qu'en réalité, moi, j'employais pas ce terme. Moi, j'ai pas la culture d'Olivier. Et moi, je disais, on gruge, on triche, on contourne. Et je le justifiais par ce que je vous disais, des contournements de règles idiotes qui empêchent de faire. On vous interdit une semaine, on vous oblige la même chose de l'autre. Et ce Olivier me dit, emploie pas ce terme parce que tu braques tes interlocuteurs. On va réfléchir. Et c'est là où lui a sorti l'idée de transgression, mais bien sûr éthique. Voilà. Et donc, forcément, tu braques moins tes interlocuteurs quand tu parles de transgression éthique plutôt de dire on va gruger, quoi. Voilà.
tout simplement. C'est comme ça que c'est parti. Ouais. Et effectivement, Olivier nous apporte beaucoup de recul sur ce qu'on fait et sur pourquoi on en arrive là. C'est là où c'est pas évident. On en parle souvent. Donc, vous pouvez aussi écouter l'épisode d'Olivier sur Tipping Point. Mais aujourd'hui, donc, on se concentre sur toi, Hervé. Tu vas nous raconter tout ça, qui tu es, ce que tu fais, comment tu le fais. Et on aime bien commencer par la question parfois la plus difficile, qui est qui es-tu ? Alors, écoutez, pour essayer de comprendre un peu comment j'en suis arrivé là, on va faire très simple. J'ai un parcours scolaire d'abord très atypique, puisque moi, j'ai pas, l'école ne m'a pas accepté, puisque en 4e, ils ont décidé de m'orienter, parce que j'avais pas le niveau, enfin, je rentrais pas dans le cursus. C'est quelque chose qui est arrivé certainement à des centaines d'enfants, sauf que moi, j'avais la chance d'avoir un père qui était chef de groupe scout, et que je faisais déjà beaucoup de projets à côté, plein de choses, on faisait de la spéléo, on faisait voilà, mais sur lequel moi, j'étais en mode projet, c'est-à-dire que je raisonnais peut-être pas normalement comme font les autres enfants à l'école, mais j'arrivais à monter quand même des projets, j'arrivais à faire plein de choses, et j'arrivais déjà à fédérer. Je crois que le premier point fort que j'ai découvert très très jeune, c'est que j'arrivais à fédérer. Voilà. Donc à 14 ans, je pars en train avec 4 potes pour aller faire de la spéléo dans l'Ain, voilà. 14 ans, hein, c'est pas grand. Voilà, donc et puis de fil en aiguille, je fais plein de projets, j'attache plus d'importance au groupe d'amis avec lequel je suis. C'est vrai que ces amis sont toujours avec moi aujourd'hui, hein, dans le groupe, quoi. Donc c'est vraiment un groupe au sens un groupe, quoi, communauté plutôt que groupe de société. Et en fait, on va faire plein de choses ensemble, plein de projets. Donc ça démarre par des projets. On a fait des convois humanitaires en Roumanie, à la chute de Ceausescu. 15 jours après, on montait un convoi humanitaire pour aller en Roumanie. J'étais le premier motard sur la route de la soie pour aller en Chine. Donc voilà, par exemple, ce genre de choses à l'époque. Vous imaginez, on est en 92. Ça passe pas, hein, c'est impossible de monter un projet comme ça. C'est impossible. Parce que déjà, on peut pas rentrer en Russie. Normalement, il faut un guide, il faut être accompagné. Et puis on apprend que ça s'effondre, que la Russie s'effondre en 92 complètement, et on a des potes en Roumanie. C'est lié déjà à une histoire précédente, puisque on avait fait des convois humanitaires, on avait sympathisé avec des Roumains, et on se dit on va déjà en Roumanie, puis on verra bien derrière. Et donc on prend nos motos qu'on avait préparées, on n'avait pas beaucoup de budget non plus, hein, c'était tout tiré. On arrive en Roumanie. Et en Roumanie, on discutait avec les Roumains, et vous vous doutez qu'il y a forcément de la porosité, et que les Roumains, ils arrivaient, parce qu'ils trafiquaient de l'alcool avec la Pologne, à passer par l'Ukraine. Donc on se pointe à la frontière avec nos potes roumains, on discute, on passe. Et voilà, tout est comme ça en fait. En fait, il faut, quand on vous dit c'est impossible, moi j'aime bien déjà aller voir. Alors parfois c'est vraiment impossible, c'est justifié, on fait demi-tour, mais parfois, grâce au contact, grâce à l'humain, grâce à des aventures antérieures, vous arrivez, grâce à un terme qui est aussi cher à Olivier, je vais le citer je pense souvent, qui est la sérendipité, hein, donc le hasard heureux, on trouve une solution où normalement il n'y en avait pas. Voilà. Et donc forcément, quand vous faites ça et que vous prenez l'habitude de faire des choses un peu impossibles, je vous avoue que vous y trouvez aussi une certaine satisfaction. Rien que le périple que j'ai fait en Russie, on s'est retrouvé coincé en Transnistrie en pleine guerre, on s'est retrouvé à revenir, puisqu'on était coincé au Kazakhstan où ça pétait de tous les côtés, à revenir sur un pétrolier russe où on avait négocié sur une ville fermée qui s'appelle Aktao, et on était remonté par le fleuve sur ce pétrolier en sympathisant avec des anciens soldats qui avaient fait l'Afghanistan. Enfin, on peut, voilà, c'est à l'infini, quoi. On a des histoires comme ça à l'infini. Ça, surtout, ça soude une équipe. Tu as quel âge, pardon ? 52. Non, mais au moment de... Non. Au moment quand... 92, parce que là, je t'imagine sur le pétrolier... que j'ai piloté. Ouais, 21 ans, ok. Toi, ça, c'est une petite histoire incroyable. On arrive, on est au fond de la Russie. Souvent, les gens n'ont jamais rencontré l'étranger. Mais on est aussi dans la merde. On n'a pas d'argent. Parce que quand on arrive au Kazakhstan en 92, ils connaissent pas le dollar. On n'a pas d'argent, on n'a pas de rouble, on n'a rien. Et donc, il faut se ravitailler. Pour se ravitailler, on va sur la place du village. Les gens sont surpris de nous voir. Ils viennent vers nous. On sympathise, on discute. L'essence vaut rien. Hein. À l'époque, ça valait $1 les 200 litres. Donc, tu vois, on arrive à faire le plein. On échange 2-3 bricoles. On sympathise. On se ravitaille et on va faire tout le voyage comme ça.
Donc c'est sûr que là t'es dans la pure, t'es obligé de faire confiance à ce qui t'entoure, aux gens, t'es basé sur des rencontres, faut faire super attention. En plus, t'avais des gros problèmes à l'époque, hein, t'avais les luttes entre les Khazars et les Russes, hein, en fait, on est en pleine guerre civile, hein, là-bas. Et donc, ce voyage avec cette équipe-là, quand on revient, c'est compliqué les études. Parce que quand tu vois, quand je suis rentré de Russie, avec plein d'histoires, hein, bien sûr, mais j'avais réintégré le circuit classique au passage, hein, parce que j'ai été expulsé en 4e, j'ai fait un CAP, mais après j'ai rejoint le circuit classique par un BEP, j'ai fait un bac, et j'étais en prépa HEC. Donc toi, j'ai fait une belle remontée quand même en partant. C'est la remontada. Voilà. Inattendu des professeurs. Voilà. Donc du doute, j'étais pas très bon à l'écrit, mais je cartonnais fort à l'oral, parce que à l'époque, imagine, je reviens de Russie, notamment lors d'un examen, je tombe sur un sujet. Donc, je passais le diplôme d'expertise comptable et financière, et en économie, je tombe sur un sujet qui est pays de l'Est, donc notamment Russie, danger et opportunité. J'ai un bon don pour l'observation. Donc, tu vois, mon pétrolier russe que j'ai remonté. Moi, j'ai vu qu'on pouvait aller chercher le pétrole à bas coût, qu'on pouvait remonter la mer Caspienne, qu'ils avaient fait des canaux gigantesques qui permettaient de desservir pratiquement toutes les grandes villes de Russie. Moscou est appelé le port des 5 mers grâce à ces canaux. Et donc, évidemment, dans mon devoir, dans les points forts, l'infrastructure, les matières premières, et dans les dangers, comme j'ai vécu en Transnistrie, qui revient d'ailleurs dans la ligne aujourd'hui, hein, avec l'Ukraine, comme j'ai vécu le conflit en Transnistrie avec le peuplement qui avait été fait par Staline, par déportation de peuples russes, sur ce pays qui est entre la Moldavie et l'Ukraine, moi j'ai compris ces problématiques. Donc je l'avais mis déjà dans mon devoir. Alors évidemment, vous allez me dire, le devoir était pas super classique, je vous le reconnais, parce que le prof, quand il a dû voir ce devoir, il dit mais d'où il tient ces infos, lui? Et j'ai eu la meilleure note de l'Académie de Grenoble, tu vois? Voilà. Donc c'est que des petites histoires comme ça qui te construisent, quoi, qui te permettent de progresser. Mais surtout, c'est cette équipe, quoi. Parce qu'on n'a pas envie de se séparer, en fait. Quand t'es habitué à faire des choses extraordinaires, mais au sens vraiment, tu vois, littéral, qui sortent de l'ordinaire, t'as envie de continuer, quoi. Et donc, on va faire plein de choses avec cette équipe qui va grossir au fil du temps, quoi. Tout simplement. Donc, on a fait plein de choses, hein. J'ai vendu des moteurs électriques au Maroc, donc j'ai un très bon pote au Maroc avec qui on avait sympathisé, et d'ailleurs, on a exporté après des voitures en Mauritanie, voilà. Et puis, de fil en aiguille, tu te crées un réseau de personnes avec qui tu as fait des choses, et donc c'est un réseau qui est fort, parce que c'est des gens avec qui il y a forcément une notion de confiance, de risque en même temps. On les a pris ensemble, on s'en est sortis ensemble, et donc tu as une équipe qui est forte. Et après, cette équipe forte, par hasard, en 95, donc tu vois, on est très jeunes, on cherchait un local pour continuer nos petites activités d'import-export entre la Russie et le Maroc. Et en fait, on va trouver un local et tout l'immeuble est à vendre. Et puis, tu te doutes bien qu'on va pas se laisser arrêter par une banque qui nous dit qu'on n'a pas de capitaux à mettre. C'est pas trop un problème. On est étudiant, on fait un prêt étudiant, on va voir la banque avec l'argent du prêt étudiant, on leur dit que c'est l'apport. Et puis voilà. La vie, elle est simple. Après avoir vécu ce qu'on a vécu, c'est pas ça qui va nous arrêter, quoi. C'est clair. Et donc, on démarre comme ça. Et là, tout de suite, l'idée, c'est pas encore une fois nous, l'idée, on n'avait pas encore toute cette vision. On avait, à force de nos voyages, vu quand même des choses il faut un certain âge avant de le comprendre. Toi, par exemple, la Transnistrie, c'était un choc pour moi, parce qu'à l'aller, j'étais du côté moldave. Donc on a vécu, c'est une petite guerre, hein, en gros, bombardement, petit raid inopiné. C'est une guerre qui a pas fait beaucoup de morts, mais c'est une guerre de position. Donc nous, on a vu toute la motivation côté moldave, où c'était des Roumains qui allaient aider leurs camarades moldaves pour lutter contre les Russes. Et au retour, je me suis retrouvé du côté russe. Et en fait, d'un côté, tu vois des jeunes motivés qui se battent pour une cause, et puis tu fais l'autre côté, tu vois des jeunes motivés qui se battent pour une cause. Là, tu prends un premier coup, quoi. Tu te dis, ouais, mais attends, on m'a dit les bons, les méchants, tout ça. Et en fait, déjà, tu vois, tu as une autre approche humaine. On en parlait là avant d'arriver. Moi, les gens, ils ont une histoire. Voilà. Ils sont pas bien ou mal. Il faut comprendre l'histoire et voir si ça peut s'emboîter avec toi. Savoir si tu peux leur faire confiance ou si tu peux t'en méfier. Mais souvent, les deux en même temps. C'est cette perception qui fait qu'on arrive aussi à bien s'en sortir dans nos domaines.
parce qu'on travaille dans des domaines. Moi, je suis dans l'immobilier. En plus, je fais du logement à prix modéré dans l'immobilier, ce que évidemment personne ne fait, puisque tu acceptes entre guillemets de différer une partie de la marge de ton business sur du long terme et non pas du court terme. L'inverse de ce que tout le monde fait. Donc forcément, tu te retrouves avec des gens qui sont OK avec ton modèle, mais qui sont surtout là pour profiter de ta position, tu vois, pour passer sur des sujets. Et donc, on va construire, si tu veux, avec cette équipe, ça, au fur et à mesure, ça s'est fait au fil de l'eau. On aurait pu se retrouver dans n'importe quel autre domaine. Mais on l'a toujours construit avec cette vision-là. C'est-à-dire, notre équipe, qu'est-ce qu'on peut faire qui est utile? On aime bien se placer pour transgresser, la fameuse transgression éthique dont on parle. En fait, quand tu la définis, si tu transgresses pour ton propre compte, c'est plus de la transgression. En fait, tu es en train de battre pour ton propre compte. La transgression, il faut d'abord qu'il y ait un objet qui est collectif à la communauté qui est concernée. Donc, par exemple, dans l'immobilier, quand on décide de pas respecter un permis de construire parce qu'il est complètement idiot et qui nous oblige à complètement casser l'immeuble pour être coupe-feu, alors que l'existant permet de le faire sans respecter stricto sensus la règle, ça, il faut qu'il y ait un intérêt collectif. Si tu le fais juste parce que ça baisse ton budget, que tu vas gagner plus d'argent, il y a un problème. Tu vas forcément avoir quelqu'un contre toi. Si tu le fais parce que tu fais du logement à prix modéré, tu compenses une problématique dans une ville, c'est plus compliqué qu'on vienne contre toi. Parce que c'est bien ce que tu fais. Donc si c'est bien, c'est compliqué. Toi, je vais te prendre un exemple très concret, là, le dernier en date. Je citerai personne. Hein. Il se trouve qu'à Nice, à force de rencontres, on tombe sur les pénitents blancs. Donc les pénitents blancs, c'est un organisme qui est créé, je crois, au XIIe ou XIIIe siècle et qui s'occupe de recueillir des malades, mais souvent en phase terminale. Hein. Donc ils recueillent des gens sans abri, malades, et ils ont un hôpital. Alors qu'ils ne s'appellent pas un hôpital parce qu'ils ont été condamnés dans les années 60 pour exercice illégal de la médecine. Donc tu vois, ça part bien. Moi déjà, ils me plaisent parce qu'eux, ils sont dans la transgression à 200%. Et ils ont évidemment pas assez grand, parce qu'avec la conjoncture, ils ont de plus en plus de malades, et ils veulent agrandir un immeuble rehaussé. Donc le groupe, il se trouve qu'on a un bureau d'études en capacité de faire ça. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout ce projet. Parce que là, ils nous demandent non pas de faire un hôpital, c'est interdit, mais de faire des grandes chambres, sur lesquelles évidemment on pourra mettre des lits médicalisés, où les personnes en fauteuil roulant pourront se déplacer, avec toutes les caractéristiques d'un hôpital, mais qui se prononcent pas. Voilà. Tout le monde le sait. Si tu discutes avec tout le monde à Nice, tout le monde connaît les pénitents blancs. Ils savent bien qu'ils sont pas en train de faire du Airbnb. Là, tu es dans la transgression. Tu comprends? Parce que l'objectif sociétal, il est sain, il est noble, il est reconnu par tous. Comment tu veux aller contre eux? Qui peut aller contre eux? Attention, hein, c'est que la vie, elle est courte. Et après, il y a le paradis au-dessus. Hein. Et eux, ils tiennent le paradis, ils tiennent le long terme. Hein. C'est-à-dire que donc là, tout le monde sait que leur activité s'apparente à la gestion hospitalière, quelque part. Exact. Et ils ont des bénévoles en capacité de le faire. On sait, mais on ne vous accorde pas le droit de nommer ça comme ça, mais vous pouvez le faire tant qu'on n'a rien vu. C'est même pire que ça, c'est qu'à la fin, l'ARS, donc l'organisme de santé, va les financer pour leur confier les malades et le fonctionnement. C'est là où le système est complètement vrillé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, la loi l'interdit, mais le système le favorise. Et il n'y a pas de choix. Comment tu veux faire? C'est ça l'idée de transgression. C'est que l'objectif déjà global, il correspond à un besoin pour la communauté. Donc là, tu peux te permettre de transgresser. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre. C'est que sinon, mais moi, il y a longtemps on se serait fait éliminer du système. Ah, c'est un petit côté Vincent Cassel dans le film Hors Norme, en fait. T'as dû voir ce film? Alors, je suis pas du tout au cinéma, mais... Qui est exactement là-dedans, en fait. Lui, il fait de l'accueil d'enfants handicapés. Il n'a pas les infrastructures pour, mais il le fait quand même. Et les institutions lui envoient des personnes handicapées à gérer. C'est ça qui est drôle. Et on vient le contrôler en lui disant, mais vous n'avez pas le droit de le faire, mais on lui envoie toujours autant de personnes, parce que c'est le seul à le faire. Et lui, il bosse 24/7, et il se détruit pour pouvoir... il en oublie sa vie, d'ailleurs, même, pour pouvoir assurer cette Mais c'est exactement ça, tu vois. Mais alors, l'intérêt d'être avec... tu vois, de ce côté-là, et ben c'est en plus, on va donc pouvoir transgresser et faire des choses intéressantes. Parce que, excuse-moi, mais juste respecter un cahier des charges avec des normes, moi, ça me fait pas triper. Hein. Je préfère aller me balader en montagne. Voilà. Donc l'idée, elle est bien là.
Et la transgression, chaque fois que nous, le groupe la pratique, et on la pratique évidemment très souvent, puisque malheureusement, dans le métier de l'immobilier, il faut aussi comprendre ce qui s'est passé au cours de l'histoire. Tu as un besoin quantitatif de l'État. Et donc, l'État va... Vous voyez bien, quand il discute du logement, on parle de quantité. Il nous faut tant de logements conventionnés, il nous faut tant de logements à prix modéré, il nous faut du bail réel solidaire. Voilà. Ils sont dans du quantitatif. Et donc, pour être dans du quantitatif, il faut que, dans un système pyramidal classique, en haut, on décide, on met des budgets, des moyens, et on met des règles. Et normalement, ça descend, et tout va bien, le système fonctionne très bien. Donc là, je vous invite à aller voir Olivier Frérot sur la problématique de l'effondrement civilisationnel, mais on est bien là-dedans. Or, aujourd'hui, ça veut dire qu'on détruit et qu'on construit. Ça veut donc dire qu'on a des ressources illimitées pour le faire. Parce que quand on passe dans un monde en ressources limitées, c'est plus la même. Et aujourd'hui, justement, dans l'immobilier ancien, il n'est pas aux normes. Je viens de rentrer chez vous par un escalier à vis, il est loin d'être aux normes. Qu'est-ce qu'on fait? On démolit l'immeuble, on refait un bel immeuble neuf? Non, parce que les bâtiments de France, là, vont te tomber dessus pour t'expliquer que... Mais tu sais, les bâtiments de France, si l'énergie avait continué d'être limitée et le béton aussi, à un moment donné, on les aurait démolis pour les reconstruire quand même. Parce que là, on va tellement loin dans la connerie normative qu'on aurait fait ça. Sauf que là, aujourd'hui, c'est compliqué. Et donc, voilà. Là, on va être dans du dérogatoire. On va être dans... trouver du sens pour arriver à déroger et à mettre en place ces systèmes-là. Là, on est parti vite sur ton activité, Hervé, mais... Si on revient à la prépa HEC, après la prépa HEC, tu fais quoi? Parce que tu cartonnes les oraux, donc ça on a bien compris. Et qu'est-ce qui se passe après? J'arrête et je monte la boîte. En fait, j'ai pas fini. Parce que la prépa, j'adorais. Ouais. J'adorais la prépa, j'ai des profs super, notamment un prof de philo qui a... déjà la philo. Un prof de philo qui était extraordinaire. Et j'ai eu aussi une autre prof de philo qui était la dernière sage-femme en Ardèche. Donc, tu vois, qui a couché les femmes à la maison. Donc, j'ai eu des gens assez extraordinaires en termes de vie et d'engagement. Et après, t'arrives en école de commerce. Là, ça m'a gonflé assez rapidement, en fait. Donc, première année, au lieu d'aller faire le stage, comme ils font tous, de 6 mois à Oxford, moi, je suis parti à Moscou. Bon, j'ai fait croire au directeur que c'était important, que c'était à la mode, les pays de l'Est, tout ça. Hélène Carrère d'Ancos, à l'époque, l'avenir à l'Est. Donc j'ai monté un projet bidon, je voulais partir en Russie, en gros. Donc j'ai dit que j'allais explorer un peu la Russie. Et je suis parti en Russie, mais bon, comme j'avais pas d'argent, je suis parti comme d'habitude, avec des objets à vendre. Donc j'ai importé des montres électriques automatiques, les premières jumelles infrarouges au magasin de chasse Kettner à Lyon. Enfin voilà, je me suis démerdé. Puis après, je me suis dit... pourquoi continuer? Puisque, a priori... école de commerce, il y a commerce, je maîtrise quoi, donc je vais pas apprendre grand chose de plus. Et donc j'ai arrêté en fait en deuxième année. Voilà, donc je ne suis pas diplômé de l'école. Donc finalement j'ai mon petit DECF que j'ai eu par inadvertance suite au coup de bol que j'ai eu magnifique avec les Pays de l'Est. Et puis voilà, on a fait avec quoi. Mais c'est marrant parce que à chaque fois, si tu veux, j'ai toujours fait quelque chose qui va me servir. Toi par exemple, mon CAP m'a permis de monter ma boîte de travaux assez rapidement. Parce que pour monter une boîte de travaux, il faut un diplôme de BTP. Or, comme j'ai un CAP étalagiste, donc l'étalagiste, c'est celui qui fait les vitrines des magasins, ça rentrait dans le scope de la CAPEB, et j'ai pu monter ma boîte de travaux grâce à un diplôme que j'avais complètement oublié, que j'ai dû mettre une collaboratrice pour le rechercher parce que j'ai pas mes diplômes. Voilà. Mais tu vois, c'est plein de petites histoires comme ça qui permettent de... T'as toujours un truc, tu te dis, mais attends, mais là, je connais quelqu'un. Mais non, mais là, attends, ça, mais on sait faire directement. Mais ça, on connaît quelqu'un qui sait faire. On va pouvoir, tu vois. Et tu vas chercher de la ressource quand tu montes ton projet. Qu'est-ce qui te donne cette force-là, tu vois, de caractère, où à 14 ans, on part en train avec les copains, on explore, on part dans des pays qui sont instables, ou en tout cas, où il y a la guerre à 21 ans. Ah oui, pardon. Qu'est-ce qui te donne cette force? Cette force ou tu vois, cette envie, enfin, ça vient d'où profondément? Parce que tu disais, j'ai eu la chance d'avoir un père qui a soutenu ça, mais malgré tout, tu vois. Alors, avant la Russie, j'avais entrepris de traverser le Sahara en moto. J'étais plus jeune encore, Et ça a été vraiment le premier blocage. Parce que là, mes parents, normalement, j'avais 18 ans, m'ont dit, monte dans ta chambre, va faire tes devoirs. C'est une réaction normale des parents.
Et en fait, ils ont vu que je reculerais pas, quoi. Et quand tu leur as dit, je pars faire la traversée, ils t'ont dit, ok, non merci, va faire tes devoirs. Ah bah oui, bien sûr, c'est ça, monte dans ta chambre, va faire tes devoirs. Et en fait, ils ont vu que je reculerais pas. Mais c'était très compliqué parce que mes copains de l'époque avec qui j'allais le faire, qui avaient le même âge, les parents, mais ils ont bloqué complet, quoi. Tout le monde a bloqué, ouais. Et en 91, en plus, c'est le début du GIA en Algérie. T'as l'ambassade de France qui a écrit, parce que il y avait un des parents qui est expert comptable qui avait écrit en disant nos enfants veulent faire ça. Ils avaient un courrier de l'ambassade de France qui nous déconseillait de partir. Je recule pas. Pourquoi? Je sais pas. Ça, je sais pas. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Franchement, ça, je peux pas vous répondre. Mais je sais pas. J'ai envie de faire quelque chose, puis j'ai envie d'aller voir, quoi. J'ai envie d'explorer. Je fais beaucoup de montagnes. La montagne, c'est un peu pareil, toi. Quand t'attaques une voie en montagne, que t'as 1000 mètres de paroi, tu te poses pas des questions sur les 1000 mètres, sinon t'y vas jamais, quoi. Tu y vas en te disant, bon, déjà, on démarre, on voit bien, plan B, au pire, on descendra en rappel, on se rabat. Et puis, parfois, ça marche super. Et puis, parfois, tu bats en retraite et puis c'est pas grave. C'est un peu cet esprit, quoi, tu vois, tout le temps que t'as. Et moi, j'aime bien ça, en fait. J'aime bien aller voir, j'aime bien aller explorer. Et puis, en fait, quand t'as une bonne équipe, tu t'aperçois qu'en fait, y a pas grand chose qui peut nous arrêter, quoi. Donc, il y a aussi, puis c'est motivant. Enfin, je veux dire, c'est super motivant quand tu fais des trucs, je veux dire, c'est ma phrase préférée. En face de nous, souvent, les gens, ils ont des milliards, ils ont les meilleurs gars, je vois sur des sujets comme le centre d'odontologie qu'on fait à Nice, en face c'est l'État, donc budget illimité, compétences illimitées, ils ont les mecs des plus grandes écoles, mais ils y arrivent pas quand même. Et nous on arrive, on n'a rien de tout ça, hein. On y arrive. Et c'est aussi super intéressant parce que ça te pose la question, mais pourquoi ils y arrivent pas avec autant de moyens, quoi? Ils ont tout, ils ont les meilleurs diplômés, ils n'y arrivent pas. Mais en fait, justement, parce qu'il en manque peut-être l'essentiel, la motivation, le fait d'être sûr qu'on va y arriver quoi qu'il arrive. Et puis surtout, en fait, une équipe, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'un groupe, même composé de gens qui sont moins bons, la motivation va largement compenser la compétence. Mais largement. Et surtout, nos projets, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que mais ça implique aussi un raisonnement complètement différent dans l'entreprise. Il faut pas être le dirigeant pyramidal. C'est-à-dire que dans mon métier, c'est la chance aussi que j'ai, c'est qu'on va voir un immeuble et soit l'équipe adhère, soit elle adhère pas. Et si l'équipe adhère, on le fait ensemble. Et ça change tout parce que ton équipe va être surmotivée, quoi. Ouais, tu disais là, est-ce que tu peux nous représenter, ton activité, exactement ce que tu fais, comment tu as construit justement le groupe GIE ou l'environnement, parce que là c'est encore un truc à la Hervé. Donc suite à la Russie, t'as compris qu'on se lance dans l'immobilier en achetant un premier immeuble. On fait un financement et là déjà ce qui nous intéresse en fait dans cet immeuble, nous c'était juste le local qui nous intéressait en dessous. Mais on avait déjà plein de potes en galère qui cherchaient des logements. Et donc on a fait tout l'immeuble et on a logé nos potes dedans, quoi. Et donc on a découvert c'est du logement à loyer modéré. Oh, mais attends, on connaissait pas ça déjà à l'époque. D'accord. Mais on découvre que l'ANA finançait ces logements-là. L'ANA, c'est l'Agence nationale pour l'aide à l'habitat. Elle finançait des logements comme ça, dégradés. La condition, c'était de la louer à loyer modéré. Ça tombe bien, c'est ce qu'on faisait déjà. Donc en fait, on avait des aides pour faire ce qu'on faisait. Et en fait, si tu veux, dans un modèle économique, c'est génial parce que ça te fait une recette qui est immédiate et qui va te permettre de financer ton projet à long terme. On est dans les années 95. On sort de la crise immobilière et en fait, à l'époque, tout le monde achetait et revendait court terme. Et nous, on achetait et on conservait. Tu retapes et tu conserves. Et nous, on a conservé tout. Donc forcément, t'arrives à un moment donné où ceux qui ont acheté vendu, ouais, c'est super, ils ont doublé. Mais sauf que nous, aujourd'hui, d'ailleurs, on a toujours les immeubles, donc on peut pas dire combien on a gagné, mais enfin, les immeubles, ils ont fait x10, x20, quoi. Mais en fait, la valeur n'a pas tellement d'importance. C'est l'usage qui était important. La valeur, elle est secondaire, puisque grâce à ce modèle, on a pu en fait payer ces immeubles et surtout continuer cet objectif qui était de loger des gens qu'on connaissait, qui travaillent pour nous, des entrepreneurs, des ouvriers, voilà, tout un microcosme qui permet de travailler ton sujet, ton ensemble. Et alors suite à ça, ce qui est intéressant,
c'est que évidemment on est très 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 peu à faire ça, tu t'en doutes, parce que malheureusement les aides de l'État pour faire ça, en fait, très peu de privés les utilisent. Parce que tout simplement, les gens sont aussi court terme. Puis quand tu vas voir ta banque, la banque, elle te prête que si t'es court terme, en fait. Tu vois, donc, en fait, tout le système te pousse à faire du court terme dans ce métier. Mais nous, on entend parler d'un projet à Saint-Étienne, donc par l'ANA à l'époque, où là, le projet, c'est autre chose, c'est à l'échelle d'un quartier. C'est-à-dire que c'est un quartier à Saint-Étienne, le Crède-Rock, où l'objectif de l'État est de le rénover. Et donc, l'État a des moyens colossaux, est capable de racheter, est capable de préempter, est capable de plein de choses, mais il manque un truc parce qu'a priori, ça marche pas. Et on arrive dans ce contexte. Et donc, au passage, à l'époque, c'est là où Olivier Frérot était à la DDT de la Loire. C'est croisé une première fois ici. Et en fait, nous, on va arriver et on va regarder un peu ce qui se passe. Alors, très compliqué, hein, parce que Saint-Étienne, à l'époque, si tu veux, pour vendre des immeubles à Saint-Étienne, Saint-Étienne était un marché qui s'était cassé la gueule, donc si tu veux, personne voulait acheter du Saint-Étienne, quoi. Hein. Donc pour aller convaincre des clients d'investir à Saint-Étienne, tu prends les rames, quoi. C'est compliqué. Mais bon, ça va pas nous arrêter. Et ensuite, le projet, comme il est monté, encore une fois, il est réfléchi pas en local. Tu vois ? Il fait partie de grands projets qui sont déclinés sur 20 villes en France, avec les mêmes modes de financement, le même mode industriel, mais qui s'adaptent pas en fait au contexte local. Et en fait, nous, on va regarder en local ce qui justement pêche et le transformer en opportunité. C'est assez simple en fait, hein. C'est vraiment de l'observation puis de la connaissance terrain. En fait, la clé du groupe, moi je veux que mes gars ils soient sur le terrain. C'est pas dans les bureaux que tu vois ce qui se passe. C'est vraiment sur le terrain, et moi le premier. Et donc, en fait, après coup, tout le monde dit, bah oui, c'est évident, mais je vais te donner un exemple. L'État ne veut financer, par exemple, à Saint-Étienne, que du logement intermédiaire ou du logement en loyer libre. Parce que dans leur tête, comme le quartier est très pauvre, ils veulent remonter le niveau en faisant venir des gens qui ont un peu plus de moyens. Sauf que quand tu te balades à Saint-Étienne, dans ce quartier, si tu as des moyens, tu viens pas dans ce quartier. Donc, en fait, c'est mort-né. Tu comprends ? Et nous, on va leur dire, bah non, on va faire du loyer modéré. Et ils disent, bah non, si vous faites du loyer modéré, vous allez faire encore baisser le niveau du quartier. Et tu vois, c'est juste une erreur qu'ils font. Parce que si je fais du loyer modéré, et que je vais plutôt avoir des gens, puisque en visitant quelques apparts à Saint-Étienne, on s'aperçoit que c'est catastrophique, vu que le marché est très bas, les gens font très peu de travaux, et des logements de qualité, il n'y en a pas. Donc si on est capable de produire des logements de qualité à prix modéré, on va avoir du choix de nos usagers. Et si les usagers ne viennent plus en subissant le logement, mais en choisissant le logement, ils vont pas se comporter pareil. Et on mise sur le fait que ça va transformer le quartier. Évidemment, on va gagner. Ouais, nous, on se côtoie depuis déjà un petit moment, Hervé, et tu nous as montré des réalisations. T'as des trucs qui sont absolument fabuleux dans ce que tu fais. La dernière fois, on avait vu, tu nous as montré des photos, on a dit avec Lucie, mais c'est grand luxe, quoi. C'est du grand luxe. C'est du loyer modéré, monsieur. Non, c'est du grand luxe. Alors, mais pareil, ça aussi, c'est un concept que nous, on intègre. Encore une fois, on parle long terme. Donc, si je parle long terme, je vais pas faire 3 travaux bric-broc qui vont être à refaire dans 10 ans, puisque dans 10 ans, ça sera encore moins. En fait, le sujet, quand tu fais de la location à loyer modéré, oui, les gens vont abîmer la cuisine et la peinture, mais pas la structure. Donc, on met le paquet en structure. Parce que justement, on a cette optique long terme. Et ce qui fait qu'effectivement, les immeubles, ils sont plus durables, quoi, tout simplement. Et alors, bien sûr, après, ça va dans les logiques d'aujourd'hui, avec les difficultés qu'on a en approvisionnement, en matières premières, en matériaux. Et en fait, on essaye de faire des choses durables et de réutiliser les matériaux, de faire du recyclage, de l'upcycling. Mais ça arrive après. Ça, c'est une rencontre de quelqu'un qu'on a eu un peu plus tard, où en fait, au fil de nos projets, on va rassembler de plus en plus de gens avec qui on va partager des valeurs, c'est l'essentiel, hein, et qui sont prêts à s'investir dans le groupe. Mais c'est des rencontres. Tu vois, je reprends le projet de Saint-Étienne parce qu'il a fallu tout construire, en fait. Encore une fois, c'était jamais un problème de moyens. C'était pratique, ça. C'était jamais un problème de moyens. Mais c'était vraiment un problème de stratégie où il fallait faire rentrer un carré dans un rond, quoi. Hein. Parce qu'à chaque fois, non, mais ça, on peut pas le financer parce que ça marche pas. Au départ, ils ne voulaient donc pas financer le loyer modéré. On l'a fait contre leur propre gré, hein. Donc au départ, on achetait en libre, puis finalement, on les conventionnait, on dit, non, on n'a pas le choix, on leur a forcé la main à l'État, hein. Puis après, ça marchait, donc bon, on laissait faire. Pareil,
il y avait le Crêt Rock, c'est un quartier qui est collinaire. Alors moi, j'ai tout de suite adoré parce que si tu prends Google Maps, tu verras, c'est le seul endroit où il y a des espaces verts. Et donc, malheureusement, peut-être qu'on avait un peu anticipé cette affaire, mais c'est des endroits où tu as envie qu'il y ait un parc, qu'il y ait des gosses, que les jardins privés, qu'on puisse faire des jardins partagés pour un petit groupe d'immeubles, que ça allait favoriser le lien, que ça allait favoriser, c'est une ville pauvre, Saint-Étienne, donc ça allait favoriser la cohésion, favoriser tout ça. Donc ça nous intéressait énormément. Sauf que comment tu crées ça? Comment tu crées ça? C'est pas moi qui allais embaucher des mecs pour faire un jardin partagé. Il n'y a pas de modèle économique pour ça. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en discutant, là tu vas trouver des synergies, des possibilités de faire qui sont autres. Par exemple, je suis tombé sur une petite architecte qui était brésilienne et qui avait vécu au Brésil la crise économique, et dans les favelas ils s'en sont sortis en ayant une cohésion et en créant des activités, des usages pour le quartier, pour le collectif, pour le groupe. Super. Sauf qu'évidemment tu te doutes qu'elle trouve pas de logement. Bon, ça c'est facile, puisque nous, les logements, on en a. Donc, on va accepter de jouer le jeu, on va la loger. Je vais appeler, à l'époque, des organismes à Saint-Étienne pour leur dire, voilà, vos locaux, on va récupérer, mais pas un local. Il faut pas faire ça. On va récupérer tout un pied de rue. On va récupérer, c'est au pied des marches, ça s'appelle. Et derrière, on a récupéré 4 locaux. Donc, certains qui étaient à nous, ou à nos clients, parce que ça aussi, c'est des concepts chez nous, nos clients, c'est des concepts un peu flous. Parce que client, on pourrait définir, mais en fait, ils ont investi, mais sans le savoir, ils ont investi dans un projet, non plus un immeuble en fait. Et on va grouper des locaux de bailleurs sociaux, on va fédérer en fait. Et en fédérant, mais la clé, c'est qu'on a trouvé des gens et qu'on va les loger, parce que sinon c'est pas faisable. Donc on va les loger, on va tous accepter de louer très peu cher ces locaux, mais c'est pas important, la valeur n'est pas là. Parce qu'à l'époque, au pied des marches, c'est une montée d'escalier qui monte au Crêt Rock, on a un problème avec des dealers. Et moi, dans mon idée, on va régler d'une pierre deux coups. C'est qu'en mettant des associations qui vont tourner autour, donc t'avais les Baronnes Perchées qui faisaient du textile, t'avais Captain Lube qui était un Fab Lab, donc qui fabriquait des objets pour les gens, qui aidait à réparer des objets. Et bien en créant de l'activité, une activité de jardin partagé, une cantine, et ben les dealers ils allaient partir ailleurs, pas y gagner. Et en fait, le quartier a été repris en main par les usagers. Et en fait, quelque part, eh ben ils ont donné de la valeur aux immeubles. Et donc, quelque part, grâce à cet investissement en humain, on a valorisé les patrimoines de nos clients ou de nous-mêmes. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, tu vas réfléchir sur ton sujet proprement dit, prendre du recul. Moi, quand je sais pas, en fait, je cherche pas à avoir moi-même la solution. Je rencontre. Et puis, t'as toujours une émergence qui se fait de quelque chose. Et après, la force, c'est de fédérer et de dire, non, mais on va faire ça. On va y aller. Oui, mais là, ça bloque. On va y aller. Toi, par exemple, les jardins partagés au Crêt Rock, la ville avait bloqué les terrains pour construire. Si tu reprends sur Internet, tu verras, il y a des projets de construction. Alors, au passage, moi, dans mon idée assez simple, je suis quelqu'un de basique, une ville en décroissance de population, je rappelle quand même les règles de base du marché. Si tu construis, tu continues de déséquilibrer l'offre et la demande, t'es pas prêt que les prix remontent. Si tes prix remontent pas, t'as un problème, parce que t'es en France, les gens sont payés de la même manière, t'arriveras jamais à faire des travaux. Tu continues de dégrader ton parc, tu continues de dégrader ta ville. Donc moi, l'idée depuis le départ, c'était de bloquer les constructions sur ce secteur, quoi. Donc grâce à un autre organisme de l'État qui lui démolissait, ça m'intéressait, il réduisait le nombre de logements, il permettait aussi de créer des espaces de vie beaucoup plus sympas. Il y a qu'à Saint-Étienne où je pouvais acheter 2 immeubles et en démolir un pour faire un jardin. Et on s'est servi de ça pour donner de la valeur. Et ces terrains, on a appelé les différents organismes, et puis à un moment donné, on a aussi trouvé des alliés au sein de l'État lui-même, au sein de la ville, qui ont adhéré et qui ont aussi commencé à transgresser à tous les niveaux, quoi. Et donc, on a confié ces terrains soi-disant constructibles à des associations de manière temporaire pour faire des jardins partagés. Ils y sont temporairement depuis 10 ans et puis ça va continuer. Voilà. Et tu vois, quand tu commences à raisonner comme ça à une échelle un peu plus large que juste faire un appart, faire un immeuble et travailler à l'échelle d'une rue et d'un quartier, mais encore une fois, on s'est pas dit on joue au Monopoly, on va faire le quartier. Hein. C'est pas comme ça que c'est parti. On est parti sur un immeuble, 2 immeubles, 3 immeubles, et puis oui, on s'est retrouvé à faire le quartier. Mais c'est parti vraiment parce que ça fonctionnait, petit à petit, par porosité, ça s'est étendu, quoi. Voilà. Mais on a agi dans plein de domaines. Des associations, mais surtout de l'humain, quoi. On a soutenu des gens sur des projets. Et la force qu'on avait,
c'était pas le financier. C'était qu'on avait des logements en bon état et qu'on était capable de les attribuer à des gens où ça rentrait pas dans les clous pour leur dossier. Tu vois, c'était ça la force qui fait que ça a développé. Alors évidemment, au niveau de l'État, comme ça a marché, ils viennent voir. Et ils vous en confient d'autres. Alors confier non, parce que quand on leur explique comment ça marche, ils sont pas chauds. Parce qu'on leur explique que pour que ça marche, en fait, il faut arrêter qu'ils norment, qu'ils réglementent et qu'ils mettent des projets avec des objectifs non jouables, non tenables et non réalisables. Mais ils nous invitent à aller voir certains projets, voir si on peut pas mettre une petite touche. Et c'est comme ça qu'on a démarré Saint-Thé, puis Mulhouse, puis Montpellier, puis Toulon, puis Nice, puis Nîmes, puis voilà, etc. Grenoble, etc., etc. Voilà. Mais à chaque fois, en fait, on va arriver sur des dossiers extrêmement complexes. Et l'avantage aussi qu'on a eu au fur et à mesure, c'est que au lieu d'essayer juste de se cantonner à faire une chose, on a un scope qui est vraiment très large. Et donc, petit à petit, on a aussi acquis des compétences métiers. Aujourd'hui, dans le groupe, il y a un bureau d'études. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, on s'attaque à Nice au sujet des REOS. Donc, pour le coup, un sujet très, très technique. On a des compétences dans ce sujet-là, importantes. À Nice, il se fait très peu de REOS. Alors, au passage, c'est amusant parce que, toi, ça, c'est un exemple de ces genres de choses qui m'amusent. En 1900, quand on décide de rehausser les immeubles à Lyon et à Nice, on va rehausser 10% des immeubles à peu près, enfin, à peu près 10, 15, j'en sais rien, mais enfin, on en rehausse beaucoup. Et je rappelle qu'à l'époque, pas d'engin de levage, pas d'énergie, pas d'ordinateur, et pourtant ça pose pas de problème, ça se fait. Et je crois comprendre qu'il n'y a pas des centaines de milliers de morts et que la moitié des immeubles s'écroulent pas. Bon. Or aujourd'hui à Nice, il y a 10 rehausses qui se courent après depuis 5 ans. Comment on en arrive là? Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est trop dangereux? Parce que d'abord tu as une norme sismique qui dit qu'on est en zone sismique 5. Donc aujourd'hui tu prends un immeuble à Nice, tu le rentres dans un ordinateur, donc dans un logiciel de calcul structure, il va te dire que l'immeuble ne tient pas debout. Alors ma blague préférée, c'est je sais pas ce qui tient pas debout, mais c'est pas l'immeuble. Il y a un problème. Si tu pars du principe que l'immeuble existant qui est là depuis 2 siècles et qui a déjà subi 2 tremblements de terre majeurs, il tient pas debout, évidemment tu peux pas rehausser, ou à moins de démolir et de tout reconstruire. Et tu vois, j'ai cet exemple à Nice d'un immeuble ancien où on a rehaussé donc en étant très très border sur les normes, mais dans les normes, mais très border. Et on a une petite dent creuse qu'on a comblée à côté. L'immeuble qu'on a rehaussé n'a pas de fondation. Il a été construit en 1860, il n'a pas de fondation, il tient debout. On a pris des ingénieurs structures internes qui ont bien regardé, il n'y a pas de fissure, la structure est saine. On a rehaussé, il y a une petite dérogation dans les règles qui permet de faire cette mini rehausse sans passer par les normes actuelles de rehausse équivalent construction neuve. Et donc, il n'a pas de fondation et on rajoute un étage. Et on construit un petit immeuble dans la cour à côté. Donc lui qui est malheureusement aux normes du neuf avec tout ça, et on doit descendre des micro-pieux à 18 mètres de fond. Donc on doit forer à 18 mètres pour descendre des pieux pour que ça tienne. Voilà, je sais pas, moi je dis rien. Mais donc on n'arrive plus à rehausser. Donc norme ça, normes réglementaires, normes accessibilité handicapée, normes ci, voilà. Aujourd'hui par exemple votre immeuble, on pourrait pas le rehausser. Parce que si je le rehausse, je dois être accessible. Donc faut que je casse l'escalier. Donc quitte à casser l'escalier, autant raser l'immeuble. Parce qu'à un moment donné, en termes de coût, ça passe plus. Et c'est tout le problème, c'est-à-dire qu'on a tellement voulu réfléchir en quantitatif et normer en quantitatif qu'en fait, quand on se retrouve confronté à de l'existant, ça passe plus. Dans les villes que tu as citées, là, tu as cité Nice, Mulhouse, Saint-Étienne, etc. Et sans vouloir vexer personne, mais c'est des villes plutôt de moyenne taille. Et dans les grandes villes, Lyon, Paris, Lille, Nantes. Nous sommes des oiseaux migrateurs, nous profitons du climat. En fait, historiquement, nos premiers immeubles étaient à Lyon. Mais sauf que, encore une fois, comme on est dans les marges, le projet a fonctionné si en face, je rencontre quelqu'un qui est capable de travailler dans les marges parce qu'il est assez motivé pour que ça fonctionne. Si, au sein de l'État en face de moi, j'ai quelqu'un qui est juste là pour respecter la règle et puis qui tient tellement à son poste que de toute manière, il veut surtout pas transgresser, ça ne peut pas marcher. Et les grandes villes, le souci qu'il y a, c'est comme c'est les postes les plus demandés, ils veulent pas trop transgresser, quoi. Ou sauf quand ils sont vraiment coincés.
Ou quand toi, tu les coinces. T'as dit qu'il y a des choses qu'on pouvait pas dire, voilà. Oui, bien sûr. Mais quand tu les coinces, encore une fois, tu les coinces pas vraiment. En fait, c'est vraiment... Non, mais tu les mets face aux aberrations du système. Voilà, tout à fait. Parce que dis-toi quand même quelque chose, que quelqu'un qui intègre des services publics à un bon niveau, hein, il a quand même un sens public si on ne fait pas ça. C'est ça qu'il faut essayer de raviver, quoi. Mais par contre, quand tu vas leur dire, mais là, vous voyez bien que ça marche pas, on fait comme ça, bah, tu vois bien celui qui va avoir tellement peur parce que il a peur de perdre son poste, hein, pour faire simple, qui va pas bouger, et celui qui dit bon, putain, ça marche quand même, putain, je fais quand même tout ça pour que ça marche, quoi. Et encore une fois, tu produis du logement social, tu produis du logement à prix modéré, tu fais vivre des boutiques et des associations qui animent ton quartier. C'est quand même compliqué d'être contre ça, quoi. Tu vois, l'astuce, elle est toujours là, c'est-à-dire on va faire quelque chose qui est de l'ordre du sens commun, enfin vraiment oui, sens commun, enfin c'est compliqué d'aller contre, quoi. Alors soit ils veulent pas, mais non parce que c'est pas comme ça, non mais là le financement je peux pas vous le donner, ça rentre pas dans les clous, bon ok, pas de problème, et là tu peux pas avancer, ou alors ils ont tellement été en difficulté, ou il y a tellement pas de solution, ça a été le cas de Saint-Étienne, de toute manière, on est arrivé, c'était simple, c'était ou nous ou rien, donc si tu veux, il y avait pas tellement de choix, donc ils ont accepté assez facilement de déroger. Après encore une fois, c'est là où c'est intéressant, c'est que malheureusement, la société nous oppose, le public, le privé, les gentils publics, les méchants privés, enfin un grand classique. Il faut passer ça, tu vois. Et quand tu arrives à passer ça, souvent c'est par des valeurs, c'est par des choses comme ça. Je peux te raconter plein d'histoires, hein, de choses toutes simples qu'on fait, hein, mais tu vois là, encore une fois sans citer personne, j'avais invité quelqu'un à venir déjeuner amicalement, mais avec son service quand même. Hein, il y a toujours une petite idée derrière la tête, à venir déjeuner sur un des gros projets qu'on a à Saint-Étienne. Je dis, bah, viens déjeuner à la bonne franquette, tu viens et tu déjeunes. Super. Donc, il vient. Et il vient avec son nouveau chef d'équipe, avec son nouveau chef de service, etc. Et ils arrivent. Et la maison Attier, c'est sûr que t'arrives, là, t'es dans un autre univers, quoi. Donc déjà, j'étais avec mon directeur financier qui était en train de faire Tu peux nous dire ce que c'est la maison Attier ? C'est un bâtiment historique à Saint-Étienne qui trouve pas d'usage depuis 98. Son dernier usage, c'était le restaurant de Pierre Gagnère, mais qui a malheureusement fait faillite dans ce restaurant, parce que l'usage est assez complexe, le chauffer, l'utiliser. Et j'ai pu récupérer ce bâtiment pour faire un projet où justement on travaille sur l'usage. Donc, je reviens à mon histoire. Donc, il arrive à la maison Attier, et la maison Attier, ça nous correspond, quoi. C'est-à-dire que vous trouvez à la fois un jeune qui est migrant malien, mineur, important mineur, parce que quand il sera majeur, il sera expulsable. Et puis vous trouvez un designer et mon directeur financier qui est en train de faire la salade de tomates pour qu'on mange ensemble sur la terrasse à midi. Et donc là, il y a une grande table. Et il y a Abdoulaye, et il y a mon fils qui a 13 ans qui travaille sur le chantier. Oui, on milite aussi pour le travail des enfants. Et il y a mes gars, quoi. Et puis voilà, et c'est simple. C'est simple. Mais je connais tout le monde. Je connais l'histoire d'Abdoulaye, je connais l'histoire du jeune qu'on avait embauché qui faisait les championnats de France de parapente, de mon designer. Et voilà. Et les gens, ils viennent, ils s'assoient et puis voilà, quoi. Puis c'est simple, la vie. Et donc, ce repas, on n'a rien discuté, on n'a rien négocié. On a parlé le sujet qui est en filigrane, c'était quoi? C'était la confiance. C'était l'engagement. C'était tout ça, quoi. Et donc, tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ça va mieux se passer quand on va aller lui demander quelque chose. Puis surtout si on lui demande de transgresser un petit peu. Et justement, cette motivation, cet engagement, ces valeurs, comment est-ce que toi, tu les fais vivre dans ton entreprise? Alors, tu nous as dit, par exemple, on choisit les immeubles qu'on a envie de faire ensemble. Et donc, voilà, chacun est motivé quand il commence le projet. Est-ce qu'il y a d'autres choses que toi, naturellement, tu as mis en place en fait, pour motiver les troupes? La boîte s'est créée autour de cette équipe. Donc, si tu veux, moi, les gars qui sont avec moi aujourd'hui, tu sais, on a dormi dans le désert à 3 sous une couverture. Bref. Donc, oui, il y a un esprit un peu space dans la boîte, hein, je reconnais. Hein. Il y en a beaucoup qui restent pas. Hein. Ils viennent, ils repartent vite. Hein. Mais ceux qui restent, ils restent. Donc, tu vois, par exemple, sur les chantiers sur lesquels on est, à Nice, à Toulon, à Saint-Étienne, quand on descend, on a des appartements, on vit ensemble dans les appartements. Mais ensemble. C'est-à-dire, il n'y a pas de chef, quoi. Il y a une notion vraiment collective. On cuisine ensemble, on mange ensemble, on va se baigner ensemble à Nice. Et le matin, moi, je vais négocier avec le maire et Abdoulaye, il va faire le placo. C'est pas un problème. Mais donc, ça veut dire que comme tout le monde partage
tu vois, la philosophie globale de la boîte, et que les gars ont l'impression d'avoir accès, en fait, ils sont pas cantonnés à un truc où, toi, mes gars, pendant le Covid, quand on a construit le centre d'odontologie de la ville de Nice, ils y arrivaient pas à cause des normes, à cause de l'inspection du travail qui interdisait qu'il fallait désinfecter 2 fois par jour un chantier de démolition, concept que j'ai pas encore bien compris, mais c'est pas grave, j'ai intégré. Moi, mes gars, tu allais les voir, tu leur disais, mais tu fais quoi? Et le gars te dit, on construit le centre d'odontologie. Alors que si tu allais voir le chantier d'à côté pour la ville de Nice, il dit, moi je sais pas, je fais le mur. Mais ça change tout. T'en as un, il travaille pour un objet où il sait qu'un jour, s'il se pète les dents, il sera bien content de se faire soigner là, et l'autre qui fait un mur. T'en as un qui est plus motivé. Hein. Et ça, si tu le fais vivre, si tu passes du temps avec tes équipes, si tu leur expliques, si tu le considères en tant qu'être humain et non pas en tant que N-5 de ta boîte, parce que ta boîte, si le N-5 il bosse pas, t'es planté. Hein. Et aujourd'hui, tu vois bien, c'est ce qui se passe. C'est qu'on a du mal. En fait, la société, on l'a construit avec une certaine typologie. T'as fait des études, t'es à la tête, et en bas, tu subis. Ça marche plus. Et si tu recrées ça et que tu recrées en disant, voilà, tu travailles, c'est ça le thème. Et tu passes beaucoup de temps à expliquer ce que tu vas faire. Et par exemple, chez nous, il n'y a pas de secret. On est super transparent. Au passage, on a une chance, comme personne ne veut nous imiter, on n'a pas besoin d'avoir des secrets non plus. Donc, on est super transparent. Donc, ce qui fait que, en fait, tout le monde dans la boîte sait ce qui est en train de se passer. Connaissent les marges du projet, connaissent pas de problème. Toutes les... Je n'ai pas dit qu'ils les comprenaient, mais pas de problème. En tout cas, ouais. Pas de problème. C'est transparence là-dessus, sans sujet, quoi. On va aborder des choses tout simples. Tu vois, dans la boîte, tu demandes à n'importe quel de mes mecs la rémunération moyenne journalière. Alors, par contre, on va pas prendre des critères comme on prend dans une société normale. Nous, on parle pas du SMIC ou des choses comme ça. On va parler de coût horaire journée homme, en leur donnant la règle de conversion si tu es salarié ou entrepreneur, parce qu'on a beaucoup dans le groupe de gens qui ne sont pas salariés. Moi, je fédère beaucoup de gens non salariés qui participent au projet. Donc, tu vas avoir ces notions-là que tu instaures, qui instaurent une confiance parce que tu instaures une transparence. Et donc, forcément, tu arrives à avoir des équipes. Alors attention, c'est compliqué aussi. Il n'y a pas de modèle idéal. Hein. Nous, c'est Radio Moquette aussi, où il y a lui qui a dit ça et tout. T'es sans arrêt aussi en train. Le fait d'être hyper ouvert crée aussi d'autres problèmes, hein, bien entendu. Hein. C'est pas rien n'est parfait, mais au moins l'avantage, c'est que la cause pour laquelle ils se battent, ils la choisissent et ils la partagent et ils connaissent tout ce qui se passe. Ça leur donne de la valeur. C'est plus simplement un maçon, un électricien ou un plombier. Ils participent à un projet. Voilà. Par contre, la difficulté, évidemment, elle est d'ailleurs chez moi plutôt pour l'encadrement, parce que chez moi, t'arrives, t'as plein de diplômes, plein d'expériences, mais tu vaux pas grand-chose, quoi. Parce que si t'as pas fait le Sahara ou la Russie, pour moi, ta valeur part à zéro, quoi. Hein. Et c'est vrai. C'est-à-dire que les gens qui arrivent avec une grande expérience dans un métier, dans une grosse boîte, ils arrivent chez nous, c'est pas simple. Parce que nous, il n'y a pas de grade, quoi. T'es chef parce que t'es leader. Et leader, ça s'instaure pas. Hein. Et ça veut dire quoi pour toi, leader ? Tu le deviens. Eh bien, pour moi, si un cadre chez moi, il doit vraiment, si tu veux, montrer sa valeur aux autres. Et si les autres n'acceptent pas sa valeur, c'est pour moi qui vais dire il est cadre et vous l'obéissez. Pour moi, soit il est leader, soit il l'est pas. Oui, ce que tu dis, c'est qu'un leader n'est leader que quand il a des suiveurs, en fait. Que quand il a des gens qui sont prêts à le suivre. Si tu savais le nombre de gens qu'on a, qui viennent de grands groupes, et qui ont vécu ce truc-là, le grade, le machin, le truc, qui viennent chez moi, alors ils ramassent, hein, ils prennent cher, hein, c'est sûr que c'est compliqué, parce que, ouais, mais Hervé, tu devrais, vas-y, à toi, vas-y, mais dis-leur, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ah non. T'emportes l'adhésion, hein. Moi, j'interviens pas. Tu dois emporter l'adhésion. Je vais t'aider à l'emporter. Je vais te montrer comment tu peux faire pour l'emporter. Mais si tu l'emportes pas, que t'es pas capable de l'emporter, remets-toi en question, hein. Et ça, c'est dur. Parce que c'est pas ce que nous apprend le système. Mais quand tu as connu souvent un grand système, moi, j'ai la chance d'avoir recruté, par exemple, des gars aujourd'hui qui viennent de chez Vinci. C'était très compliqué, hein. Mais là, aujourd'hui, il y a une espèce de... Ils ont, je pense qu'ils découvrent aussi leur vraie valeur, tu vois, la valeur intrinsèque qu'ils ont. C'est que s'ils sont capables d'emmener, c'est valable partout, hein. Et ils peuvent le faire chez nous, mais on peut aussi le faire ailleurs. C'est ça qui est intéressant pour eux. C'est que là, c'est plus une valeur d'un diplôme, d'un grade ou d'un truc.
c'est autre chose. C'est une vraie valeur humaine de capacité d'entraîner, quoi. Voilà. Et là, par exemple, toi, mon directeur financier, ça a merdé fort sur la maison Atier sur le plan financier. Donc lui, il était dans ses chiffres, ses tableaux. J'ai dit, stop. Terrain. Tu vas voir les gars. Il faut comprendre ce qui se passe. Évidemment, on était en plein Covid, problématique d'approvisionnement. Tu peux dire, ouais, c'est comme ça, on dépasse pas. Ouais, ok, tu vas voir, et puis, il faut faire autrement, quoi. Et là, ça devient intéressant. Parce que comme finalement, il est descendu en bas, expliquer lui son problème financier, parce que, on a un prêt à 15 ans, on a un budget, comment on peut faire? Et en fait, ensemble, ils ont réussi à décaler, en fait. C'est-à-dire que Stéphane a réussi à demander un différé de prêt à la banque, et en même temps, les gars ont réfléchi pour trouver d'autres sources de recettes. Mais donc, ils n'ont pas réfléchi uniquement à leur tâche qui était de construire. Ils ont réfléchi à l'usage, ils ont réfléchi, on peut faire des soirées, tiens, mais c'est pas bête, ouais, on peut tourner ça peut-être autrement, puis là, peut-être on le fera en temps deux, et puis voilà. Et Stéphane, si tu veux, pour le coup, est descendu complètement dans le projet, et il a pu, en fait, travailler en transversal et non plus en horizontal, et finalement arriver à ce que le projet fonctionne et que, quelque part, par des compromis de tout le monde, tout le monde a dû faire des compromis, mais on arrive à que ça fonctionne. Au lieu d'être dirigiste et de figer un cadre qui est trop raide, quoi. Ouais, qui braque en plus. Et qui va braquer. Voilà. Mais très difficile à faire. Très difficile parce que c'est lié vraiment à tes hommes, à ton projet. Et la difficulté que j'ai, moi, aujourd'hui, c'est de trouver des hommes, de trouver des ressources. Justement, comment est-ce que... parce que je pense que là, tout le monde l'aura compris, tu as un talent assez inné pour bien t'entourer, pour faire les bonnes rencontres. Oui, pour créer du lien. Non, mais et on le dit quand on parle avec... tous les entrepreneurs le reconnaissent, la capacité à bien s'entourer, à créer la bonne équipe, c'est c'est une des clés de réussite les plus importantes dans tous les projets. Toi, comment est-ce que tu as des petites une petite sauce magique, ou en tout cas comment est-ce que tu réussis en dehors de ce premier cercle qui est là depuis vraiment le départ et que tu connais depuis très longtemps, les gens qui te rejoignent là plus récemment? Comment est-ce que tu vas les chercher? À quoi tu es attentif? Alors moi, vraiment, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que une semaine où j'ai pas rencontré au moins 7-8 personnes nouvelles est une mauvaise semaine. Voilà, donc tout simplement, tu accrois ton cercle en allant rencontrer le plus de gens possible. Par contre, moi, ce que j'adore, c'est que c'est pas forcément dans un seul domaine. C'est-à-dire que moi, je recrute aussi bien des gens à haut niveau que des gens à des niveaux beaucoup plus bas. Par exemple, j'ai recruté il y a pas longtemps sur Nice, on cherchait quelqu'un qui soit justement en capacité pour louer aux locataires et surtout reloger, parce qu'à Nice, la difficulté qu'on a, nous, c'est que les immeubles sont tous pleins, très très dégradés, voire insalubres, et que pour faire des gros travaux, il faut reloger. Alors, on propose des logements en face, mais le problème à Nice, c'est comme tu es dans une société très tendue, le locataire va abuser de sa position dominante et en fait te réclamer de l'argent, quoi. Et souvent, ça bloque le projet longtemps. Et souvent, la collectivité a tenté avant et n'a pas réussi à reloger non plus. Donc en fait, l'idée, c'était de trouver quelqu'un qu'on va pouvoir motiver sur ce sujet-là, qui est un sujet très complexe, parce que tu vas avoir des gens quand même, on va dire quand même en difficulté, mais qui profitent de leur position un peu dominante. Donc t'es quand même mal armé, parce que ta négociation, elle part mal. La loi est contre toi. Une mamie de plus de 65 ans, la loi est contre toi, t'as pas le droit de la reloger. Donc, compliqué. Donc il faut quelqu'un qui à la fois soit très humain, mais moi mon idée dès le départ c'était de me dire il faut quelqu'un qui soit comme eux, c'est-à-dire qui soit aussi en difficulté et qui puisse sortir de ça. Et en fait, en rencontrant, j'ai rencontré Tainara, qui est quelqu'un qui était vraiment en grande difficulté, qui était en France depuis 5 ans, qui est capverdienne, qui avait du mal à avoir, qui est brésilienne, pardon. Capverdien, c'est aussi un autre milieu on a beaucoup à Nice. Et puis, elle n'arrivait pas à avoir de logement, elle est avec son copain qui est étudiant, qui arrive pas non plus à être régularisé. Elle bosse, mais c'est des petits boulots, elle a essayé de monter un petit truc en market, voilà, ils essayent de s'en sortir. Et je l'ai rencontrée, elle m'a bien plu. Je lui ai proposé un logement. Et forcément, déjà là, voilà, avoir un logement à Nice à prix modéré, ça vaut de l'or, quoi. Donc déjà, je lui ai dit, voilà, mais moi, j'attends autre chose de toi. Je vais t'aider. Tu vas continuer ton petit job, pas de problème, si ça te plaît. Je savais très bien que ça lui plaisait pas, qu'elle faisait ça pour vivre. Mais tu vas bosser pour moi. Et tu vas, voilà ce que j'attends de toi. Tu vas voir les gens.
tu leur montres les logements en face, tout n'est pas parfait, mais on a des logements rénovés, de bonne qualité, à prix modéré, ils sont dans des logements dégueulasses, insalubres, tu me les fais transiter. Et elle fait partie de mes, tu vois, et pourtant c'est pas un poste important si on juge au niveau de la boîte, mais c'est un poste où j'avais pas de gars, moi, capable de faire ça. Alors je le fais, je montre. Tu vois, je descends très très bas dans mon niveau d'implication, parce que c'est un poste, on va dire, qui est les plus bas postes dans une boîte normale. Et ben c'est moi qui l'ai recruté la petite, c'est moi qui l'ai coaché, c'est moi qui l'ai formé. Et après, je remonte voir mes gars en charge de l'agence et du logement, je leur dis, voyez, vous me recrutez des gars diplômés des trucs d'immobilier, c'est pas ça qu'il faut, c'est de l'humain. Mais par contre, en revanche, quelqu'un à coacher comme ça, c'est pas gagné. Hein. Ah, c'est pas gagné, tourne pas le dos. Hein. Tourne pas le dos. Hein. Parce que quelqu'un en grande difficulté, et c'est normal, si elle peut déjà protéger son groupe, sa famille, sa communauté, et contre toi, elle va le faire. C'est juste que tu le saches, c'est pas grave. Mais tant qu'elle y trouvera un intérêt, et que petit à petit, elle va se sécuriser, elle s'élèvera avec toi. Donc, travaille là-dessus. Voilà. Et donc, l'exemple de Tainara, qui a fait des relogements, alors si je vous raconte, c'était juste des histoires hallucinantes, quoi. Voilà. Mais elle recule devant rien. Elle, la transgression, c'est sa nature, donc c'est facile. Hein. Donc, elle recule devant rien. Et elle y va, et s'il faut pleurer, elle pleure, et s'il faut amadouer, elle amadoue. Et puis, si en face d'elle, il y a une famille maghrébine qui parle pas bien français, elle connaît quelqu'un qui parle, qui va rentrer dedans, et voilà. Et puis, s'il faut déménager un dimanche, elle appelle ses potes et ils déménagent. Enfin, la vie, elle est simple. Et en fait, tu renforces sa propre communauté. Et donc, tu trouves un joint qui fait que ça fonctionne. Et ça, après, je remonte voir mes équipes, je leur dis, alors, vous attendez quoi? Parce qu'à Nîmes, Nice et tout, etc., vous êtes en difficulté, vous complaisez dans la difficulté, vous continuez de recruter toujours les mêmes profils, vous voyez que ça marche pas et vous continuez. Renversez la table. Mais quel chef d'entreprise, normalement constitué, détruit son business pour renverser la table et changer complètement le truc? Oui, ou sans détruire le business, juste s'autorise à recruter des personnes avec des profils vraiment différents. Là, tu détruis ton business. En tout cas, tu peux secouer un peu les choses. Mais on s'en moque. Il faut aussi accepter que certains métiers doivent évoluer fortement ou disparaître. En fait, moi, ce qui me guide, c'est le projet. Si j'ai une boîte qui doit disparaître parce qu'elle est plus à la page, elle est plus à la norme et ça fonctionne plus, elle disparaît, il n'y a aucune importance. Pas les hommes qui la composent, mais l'entité juridique. Un bout de papier avec un truc, un cabis, ça vaut rien. Il y a combien de personnes là autour de toi, salariés ou non salariés, mais en tout cas qui sont fédérés dans le projet? Beaucoup. Si tu veux, en cercle proche, je dois avoir 6-8 personnes, en cercle très proche. Et après, je dirais peut-être, je sais pas... C'est vraiment difficile parce que en fait, si tu veux, chaque fois qu'on a un projet, en fait, moi je lève mon étendard et puis je rallie des gens qu'on a croisés à un moment ou à un autre, tu vois. En fait, j'ai des forces dormantes quoi qui pourront à un moment donné aussi être actives. Mais après, je sais pas, au niveau groupe, je sais pas, une cinquantaine, mais c'est très variable. Quand on a dû faire le centre d'odontologie, tu vois, on a un gars qui est descendu donc de Strasbourg, j'ai mon directeur travaux qui est descendu à Nice avec sa famille, et ils sont montés ils ont recruté 35 personnes, je sais pas. Pour le projet. Sur un an et demi. C'est pas tellement important. Le tout, c'est d'avoir vraiment ce cercle qui fait que quand t'as ton projet, t'es capable d'élargir et de fédérer, quoi. Est-ce que tu as vu des différences dans ce secteur-là et dans ce que vous faites entre, alors je vais dire une mauvaise date, mais 95, c'est quand est-ce que vous lancez les premiers chantiers? Ouais, 95. 95 ouais. Et maintenant? Est-ce que ça c'est encore plus, je pose une question qui est très orientée, mais rigidifié, tu vois, est-ce que c'est encore plus difficile aujourd'hui bien sûr, de transgresser ou... Nous, en fait, si tu veux, tu as compris mon parcours. En fait, dès le départ, j'ai transgressé, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est une question que je m'étais posée en écoutant des interviews que vous faisiez. Le point de bascule, moi, j'ai pas eu de point de bascule. Je crois que ça a basculé dès le départ, en fait. Il n'y a pas de bascule. Moi, dès le départ, j'étais déjà hors norme. Alors forcément, il n'y a pas eu ce point de bascule. Par contre, en revanche,
oui, le durcissement du système, et d'ailleurs c'est là où il y a ces réflexions sur la manière de gérer les gens, la manière d'en prendre soin, la manière de motiver tes troupes. En fait, le sujet est là, c'est-à-dire que ce durcissement entraîne évidemment en miroir le durcissement des collaborateurs à recruter. Tu fais une grande école, tu dépenses beaucoup pour faire ton grande école, et ben tu veux beaucoup en salaire. Et tu vois, et tout ça, l'État, il donne de plus en plus d'argent, il met de plus en plus de normes. Donc oui, c'est devenu de plus en plus complexe. Mais en même temps, en fait, si tu veux, de toute manière, il faut que ça tourne. C'est-à-dire que moi, je sais pas comment te dire, j'ai la chance de travailler sur l'immobilier des appartements, c'est un besoin primaire. Donc tu sais, quoi qu'il arrive, les gens vont se loger. Alors ça fait peur à tout le monde, mais quoi qu'il arrive, ils vont se loger, quoi. C'est-à-dire que si demain, ils peuvent plus payer le loyer, t'inquiète pas, ils vont pas partir et mettre des tentes dans la rue, ils resteront dans les appartements. Donc la question est, comment t'anticipes ça? Donc c'est sûr que je préfère avoir un lien avec mes usagers, parce que on va essayer de voir ensemble comment on peut faire pour prolonger le modèle, quitte à différer, quitte à ce qu'ils me rendent service autrement, on peut se débrouiller, tu vois. Là, je vais loin, je sais pas ce que je fais encore, mais on peut aller très loin, que juste avoir une relation avec mes investisseurs. Et aujourd'hui, les 3/4 des groupes immobiliers, ils privilégient que leurs investisseurs. Le con qui loue à la fin, ils sont rien à battre, quoi. Mais le problème, c'est que c'est en train de s'inverser. Et j'ai pas dit qu'il fallait pas s'occuper de ton investisseur. Mais en fait, il faut s'occuper des deux. Et ça, en fait, t'as pas le temps. Et le modèle économique fait que tu t'occupes plutôt du plus fort ou du plus indispensable, plutôt que du locataire à Nice. À Nice, un locataire, tu mets une annonce, t'en as 50, c'est pas un sujet. Eh ben, t'as tort. Parce que si t'en mets 50 qui te payent pas, ben, ils te payent pas. Tu vois, c'est ça, aujourd'hui, les sujets sous-jacents. C'est que, pour moi, justement, on est en train de vivre un espèce ça s'est durci énormément et c'est en train de basculer. Voilà. Et, par exemple, pour moi, une des bascules qui est aujourd'hui fondamentale, c'est que, lié aux politiques des différents États, par exemple, qui ont mis beaucoup de liquidités dans le système, oubliez pas que quand ils ont mis des liquidités, c'était dans l'idée que ça créerait la richesse, parce que l'argent n'est que la représentation de la richesse. Bah, si aujourd'hui la richesse correspond pas à la quantité de liquidité, il y a un problème. Et là, on y est. Et donc, le sujet n'est pas l'argent. Parce que l'argent, en fait, il y en a plein partout. Mais ton sujet, c'est de construire. Tu vois l'inversion? Donc aujourd'hui, le problème, c'est que les financiers restent toujours à la tête du truc et décident toujours de ce qu'il faut faire, accompagnés des notaires et des juristes qui t'expliquent la vie et le droit. Et puis t'as les usagers. Et les usagers, ils s'en cognent. Ils bougent pas. Ils restent où ils sont. Ils sont dans l'illégalité. Mais comme l'État n'a pas le courage d'envoyer l'armée pour reloger des millions de gens, bah ça va craquer. Tu vois, c'est ça l'idée, c'est que cette inversion, mais elle est pas gênante. Moi, chez moi, elle est pas gênante. Enfin, j'espère. Pas dire qu'on va pas avoir des difficultés, mais elle est moins gênante parce que on a essayé modestement, c'est pas parfait, de prendre soin de toute notre chaîne, quoi. Nous, nos locataires, ou ce qu'on appelle les usagers chez nous, je déteste ce terme de locataire au passage, bah, c'est souvent des gars à moi, À Nice, je reloge 100% de mes troupes. Mes troupes ou mes peltastes. Peltastes, c'était les auxiliaires dans les armées grecques. Voilà. J'ai 100% de mes peltastes, donc, et j'ai besoin d'eux. Donc, tant que j'ai besoin d'eux, je peux donc les rémunérer. Et tant que je les rémunère, toi, ça s'auto-alimente. Voilà, mais oui, ça se durcit, ça s'inverse, c'est complexe. Puis ça rend nos sociétés très agressives. La plus grosse difficulté, elle est là, c'est que ça rend les situations très très conflictuelles. Et aujourd'hui, un des talents, c'est justement d'essayer d'arriver à faire baisser ce niveau de conflit, quoi. D'essayer à faire baisser cette pression qu'il y a globalement partout, sur les chantiers. Tu sais, on est confronté à des boîtes en grande difficulté qui tentent d'augmenter leur prix et tu peux faire une négo-arme, mais si tu vas sur société.com et tu vois qu'il a 2 doigts du dépôt de bilan, tu peux négocier ce que tu veux, mais mec, il a un flingue sur la tempe, tu vas pas négocier grand-chose, quoi. Trouver une solution dans un contexte pareil, si tu restes juste cantonné à un prix, un délai, un machin, c'est contractuel, t'es mort. Donc, il faut décaler. Donc, il faut trouver d'autres solutions, comme on peut faire, comme on peut, avec les ressources qu'on a, trouver d'autres solutions. Et pas juste dire, c'est comme ça, c'est le contrat, c'est la règle. On s'en sortira pas.
Tu es confiant sur j'allais dire sur l'avenir, mais sur le fait de pouvoir faire baisser progressivement ce niveau de tension? Non. Non, il va augmenter. Après, le faire baisser dans ton groupe, et je dis bien dans ton groupe, hein, le tien, le mien, tu peux y arriver si justement tu essaies de promouvoir des projets ou des valeurs qui dépassent le cadre individuel. Là, oui, tu peux y arriver à faire baisser ce niveau. Mais à petite échelle, pas à grande échelle. C'est ça qui va être complexe et où là, il y a là, on rentre dans des grands sujets de société, hein, mais moi, je crois beaucoup à plutôt des petites communautés qui s'organisent et qui vont être résilientes. Parce que les chocs qu'on subit aujourd'hui, nous, dans nos métiers, on peut pas les prévoir. Un coup, c'est le gaz. Là, je te citais avant d'arriver l'exemple du gaz où il y a une copro à Nice. Aujourd'hui, ils payaient 60 000 € de gaz. Ils payent le devis est entre 600 et 1 million. Donc, ils sont passés de 60 € de charge à 1 000 € de charge par mois. Fin de l'histoire. Et au passage, d'ailleurs, au niveau norme, cette copropriété est en étiquette D. Donc, elle est tout bien. Bon, mais voilà. Mais rien ne te dit que le gaz va pas baisser. Parce que la tension peut-être va s'arrêter avec la Russie et ça baissera. Mais ça sera le pétrole. Et puis ce sera autre chose. Et en fait, comme ces chocs, tu vas les avoir, il faut intégrer qu'ils vont être permanents. C'est ça qu'on a du mal, parce qu'on a envie, tout le monde dit oui, mais crois pas que ça va revenir à la normale. Moi, ma réponse est claire, non. Au passage, si j'ai tort, je suis ravi aussi, hein, donc c'est pas grave en fait. J'adore avoir tort en fait. Hein, je champagne si j'ai tort. Hein. Mais enfin, il vaudrait mieux faire comme, je pense, parce que j'ai quand même l'impression que si j'ai raison, ça sera mieux de s'organiser quand même. Hein. Et donc, c'est s'organiser à ces chocs-là. Mais en fait, rien n'est grave. Tu comprends ? Rien n'est grave. C'est juste que si tu as un groupe en capacité de s'organiser, tant pis, on chauffera moins un logement, puis on vit à plus dans un logement, puis il y a rien de grave. Tu sais, moi, j'ai vécu dans des pays où juste avoir de l'eau propre, c'est bien, quoi. Tu vois, on a oublié aussi certaines valeurs essentielles. Voilà. Moi, ça, c'est mon expérience. Pour me faire peur ou pour me dire que c'est grave, tu peux monter ta barre. Hein. Moi, j'ai eu une Kalachnikov sur la tête, tu peux y aller. Hein. Avant de me faire peur, tu peux y aller. Donc, quand un banquier me dit « Oui, mais vous risquez de faire faillite », il me fait moins peur. Le banquier aurait la Kalachnikov, on discute, mais pour l'instant, il me fait moins peur. Tu vois, c'est ça le vrai sujet, mais c'est ton vécu, ça, après. Hein. Mais quand dans un groupe, tu sais qu'il y a un choc, on tient. Et c'est le cas aujourd'hui, tu vois, il y a un choc de matériaux, sur mes chantiers, on avance, on fait de la récupération, on se démerde. Là, hier, on a un problème de chaudière, et puis on apprend que dans un autre immeuble, il y a une chaudière qui est pas trop mauvais état, mais qui correspond pas. On va prendre la chaudière de l'immeuble A pour le mettre dans l'immeuble B. On va se débrouiller. Et quand tu as une équipe comme ça, en fait, je pense que tu vis mieux aussi, parce que c'est pas tellement grave ce qui est en train de se passer à l'extérieur. Parce que ce qui est important, c'est ce que tu vas vivre à l'intérieur, et quelque part, ça nous amuse même, donc... Pourquoi est-ce que tu fais tout ça, Hervé ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Je sais pas. Parce qu'en plus, je repense à notre dernier déjeuner, tu le fais à titre professionnel, mais t'es aussi comme ça dans ta vie personnelle. Moi, il y avait cette histoire de cette jeune fille qui avait fait un repas extraordinaire pour ton équipe. Tu peux nous la partager, celle-ci, parce que oui, si t'es OK, parce que là, on rentre dans une sphère qui est très privée, mais qui est quand même dingue, quoi. Mais la vie est dingue, c'est que les gens la voient pas, c'est tout. C'est tout simple, c'est une copine de ma fille qui est en terminale et qui, pareil, faut discuter, voilà. Donc ils sont venus au passage travailler sur un de mes chantiers en été, on a sympathisé, on a discuté avec cette gamine qui est un peu en difficulté, hein, donc parce que parents divorcés un peu loin, enfin c'est un peu compliqué. Elle vit à Lyon toute seule dans un appart. Donc c'est pas un problème de moyens au passage, hein, c'est ça qui est aussi très intéressant. Les parents a priori ont des moyens, c'est pas le sujet. Et puis elle aime faire de la cuisine, quoi. Et mais quand je dis elle aime faire de la cuisine, moi je pensais pas que c'était à ce niveau-là, mais bon voilà. Et elle voulait faire un voyage avec ma fille et elles ont commencé à chercher, à financer, à faire des conneries de trucs sur internet, des sondages, à gagner 3 francs 6 sous, puis à faire un truc qui est nul. Je leur ai dit non, tu vas pas faire ça. Moi j'ai un repas avec mes cadres en fin d'année, tu me prépares un repas de folie, quoi. T'as la main. Elle me dit mais tu me confieras ça? Je dis ouais, je te confie ça. Et donc je lui ai confié ça. Elle a embarqué mes enfants, elle a embarqué tout le monde. Et elle nous a fait un repas, mais un truc de dingue. On était chez Bocuse, quoi, en fait. Mais un truc de dingue, vraiment. Elle nous a fait... je vous ai montré les photos. Les photos sont extraordinaires. C'est dingue de cuisiner comme ça.
Alors l'histoire s'arrête pas là. C'est qu'en fait, ses parents, ses profs veulent pas qu'elle fasse l'école de cuisine Paul Bocuse, qui est son rêve. Voilà. Et donc je vais en discutant un petit peu avec elle. Je pense pas que je suis 100% pour sa prise de décision, mais quand même en grande partie. Je vais dire, mais pourquoi ils sont cons? Ouais, mais les profs ils me disent, comme je suis bonne à l'école, c'est dommage que je continue pas. Et là je lui cite un exemple très simple. Je dis, mais tu sais, je vais te citer un exemple très simple. Le PDG de Foncia, celui qui a monté Foncia, Jackie Lorenzetti. Tu sais quelle est sa formation? École hôtelière de Lausanne. Alors en quoi le fait que tu fasses pas de la cuisine à haut niveau va te priver de quoi que ce soit? C'est l'inverse. Tu vas être motivé. Tu fais pas une école pour devenir serveuse dans un kebab. Tu fais l'école Paul Bocuse, tu vas apprendre le management, tu vas apprendre la cuisine de haut vol, tu vas apprendre à gérer. Ça s'appelle quoi ça, si c'est pas l'entrepreneuriat? Tu vas apprendre à gérer. Et après tu te recycleras. C'est pas un sujet. Puisque t'es bonne déjà à l'école, tu vas pas parce que t'as pas le choix. C'est l'inverse. Par contre, il va falloir te battre parce que tout le monde est contre toi. Et elle a intégré l'école hôtelière Paul Bocuse. Et aux dernières nouvelles, ça se passe très très bien. Mais ça a été très compliqué parce que elle a son milieu familial qui, je sais pas pourquoi, ils ont peur que... c'est souvent de la peur, quoi. Ils ont pas fait confiance à cette gamine, quoi. Voilà, c'est plein d'histoires comme ça. Mais moi, il n'y a pas de vie professionnelle, vie privée, ça n'existe pas. Oui, on va s'aligner là-dessus. Et ça, c'est aussi très important. Tu vois, je raconte souvent ces histoires, mais quand il y a eu le Covid, il y a une partie où c'est les troupes de terrain, Covid, pas Covid, nous ça n'a rien changé, mais une partie où ils ont été, c'était compliqué, en télétravail, tout ce qui est gestion notamment, où ils étaient en télétravail avec des enfants dans des petits apparts à Lyon, ça n'a pas été simple, quoi. Et là, on s'est immédiatement organisé, nous, derrière, pour redonner de l'espace de liberté aux parents et aux enfants, quoi. Donc on a fait des camps pour les enfants à la campagne où les petits en autonomie se sont gérés. Les ados sont partis sur nos chantiers en renfort. Ils ont gagné de l'argent, ils étaient en totale liberté dans des apparts à Nice. J'ai dit aux parents, bien sûr, vous doutez qu'ils vont sortir draguer des nanas, mais l'important c'est qu'à 7h du mat ils soient sur le chantier. L'important c'est la discipline. Et en fait les gamins, espace de liberté totale, tu leur fais confiance, tu leur confies un appart, mais pas que. Les gamins qui sont partis à Nice, tu vois, j'avais aussi dans mon entourage un gamin en grande difficulté. J'ai demandé à ces gars, j'ai dit, bon ok, vous allez faire la bringue à Nice, vous allez bosser pour moi, vous allez gagner des sous, et vous allez faire un projet qui est sympa, puisque on les a mis sur le centre d'odontologie, mais vous allez m'intégrer ce gamin. Il est en difficulté, vous le mettez dans votre équipe, vous démerdez, vous le levez le matin, vous l'apprenez, parce que le gamin était parti en vrille, il jouait aux jeux vidéo la nuit, ça fait 1 an qu'il était chez sa grand-mère, enfin voilà. Et ils l'ont intégré. Au passage, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, parce que ça leur a permis eux, d'intégrer quelqu'un de très très différent de leur milieu et de voir que au niveau humain c'est pas simple, quoi, parce que c'est tous des gamins malheureusement, heureusement, qui vont faire des bonnes écoles, qui vont être ingénieurs et tout ça, mais là ils ont eu contact avec la vraie vie, Parce que quand ils travaillent avec mes Capverdiens plus ce gamin en difficulté qui logeait avec eux le soir, tu vois, c'est tout cet environnement que tu recrées, mais tout en leur donnant un grand espace de liberté. Alors, donc voilà, c'est tout ce qu'on fait au sein du groupe sur un événement. Moi, je l'aurais fait pour mes gosses. Alors, quitte à le faire pour mes gosses, je le fais pour les gosses des autres. On n'a pas répondu à ta question, Romain. Pourquoi tu fais tout ça? Mais je sais pas, arrête cette question. Je suis né comme ça, j'en sais rien, moi. Je sais pas vraiment, mais je me pose jamais cette question. Je me la pose pas, cette question. Moi, tant que ça m'amuse, je joue, quoi. Comment est-ce que tu progresses aujourd'hui, Hervé? Comment je progresse? Ouais. Alors, il y a plusieurs formes de progression. Moi, déjà, ma progression personnelle fait que, avec le recul de tout ça, parce que, en fait, le fait d'y arriver dans un monde où ça devient de plus en plus difficile, ça te permet aussi de prendre du recul sur ce que tu fais. Et puis d'essayer de répéter, tu vois, en théorisant ce que tu as fait, de rencontrer des gens qui vont t'ouvrir de plus en plus. Là, franchement, oui, en l'espace de 4-5 ans, intellectuellement, en tout cas sur les idées, sur des idées qui étaient déjà là, mais j'avais pas forcément théorisé ou réfléchi, comme tout ce qui tourne autour de l'écologie, de la protection de la planète, les liens,
j'ai énormément progressé. Et je continue parce que le fait d'être sans arrêt, si tu veux, moi, ma force, c'est d'être capable de recruter une Tainara, la petite Tainara de la société, mais de discuter avec Christian Estrosi en même temps. Tu vois? Parce que lui, finalement, il est assez faible dans sa position, dans le sens où il sait pas comment ça se passe en bas. Parce que ce qu'on lui remonte comme info, c'est pas vrai. Hein. Donc, en fait, il est pris au piège, quoi. Et en bas, comme ils imaginent pas comment ça se passe en haut non plus, ils s'inventent une histoire, quoi. En fait, moi, aujourd'hui, en étant dans ce lien de passeur, c'est la position forte. Et elle te permet justement de progresser, de comprendre les enjeux des deux, et de trouver finalement l'emboîtage qui peut fonctionner. Mais sachant que ça s'écarte de plus en plus aussi. Hein. Tu vois un peu la manière. Donc ça, oui, je progresse. Après, au niveau du groupe, on cherche pas à croître, nous. Vraiment pas. Surtout en ce moment. On cherche plutôt à réduire. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de... Enfin, la croissance, on s'en souvient longtemps. C'est-à-dire, nous, on veut croître en qualité sur nos projets. Donc, je préfère en faire moins, parce que comme ils sont de plus en plus difficiles, je préfère consacrer à moins de projets mes troupes, mais qu'on les travaille plus qualitativement et encore plus profondément. Voilà. Voilà la manière dont on essaye de faire aujourd'hui. Et ça nous protège pas mal. Parce que là, je vois tous les grands groupes, aujourd'hui, ils sont quand même des colosses au pied d'argile. Parce que ils n'arrivent plus à produire, en fait. Donc, il y a un moment donné, ça tombe. Hein. Donc, ça va, à mon avis, arriver dans pas très longtemps dans l'immobilier. Ça arrive déjà. Et je pense que la résilience que nous, on instaure, elle est pas mal. Et puis, j'augmente sans arrêt ma profondeur. Tu vois, c'est que aujourd'hui, tu vois, moi, je fais aussi bien de la finance, hein, de la levée obligataire. Je monte des sociétés en partenariat avec des régimes comme le 150 OBTR qui permet l'exonération de plus-value pour les chefs d'entreprise. Mais en même temps, je me préoccupe des locataires en créant le métier des entraideurs. Tu vois, j'augmente ma profondeur. Et ça arrête pas, quoi. Ça arrête pas. On intègre des nouveaux métiers. J'adore, quoi. J'adore. C'est quoi ça, le métier des entraideurs? Alors, entraideur, c'est parti du constat que le métier d'agence immobilière fonctionne plus. Voilà. Parce que tu as une réglementation qui te dit que c'est ce que je t'ai cité tout à l'heure avec la copropriété. Tu vois, t'es tout bien, t'as ton appartement que t'as acheté en étiquette D, tu vois, t'es protégé, puis ta note de gaz, elle passe de 60 à 1000 euros. Tu vois, t'es pas super protégé quand même. Hein. Et ben imagine, pour un usager, c'est le même sujet, sauf que lui, il subit, il comprend pas pourquoi sa note est passée à 1000 euros tout à coup. Et ben l'entraideur, c'est ça son métier. C'est d'aller aider les usagers à gérer. C'est de leur dire, attention les gars, au niveau de l'énergie, là, ça va être chaud patate. Parce que c'est bien beau de faire une loi où on dit qu'on n'a pas le droit de chauffer à plus de 19 degrés, mais en fait, personne ne la respecte, et puis personne comprend pourquoi il faut faire ça, surtout. Sauf si t'as quelqu'un qui vient expliquer. Sauf si tu distribues des thermomètres pour que les gens disent, mais non, regardez là, vous avez 21, puis si vous avez froid, c'est les courants d'air. On peut traiter ça comme ça. On peut donc baisser votre note de chauffage en les impliquant. Tu vois? C'est aussi, vous êtes en difficulté sur un loyer, plutôt que de passer en impayé, vous étiez 4, vous êtes plus que 3, on change d'appart. Voilà. C'est d'essayer d'aider les usagers à mieux gérer, si tu veux, tout ce qui arrive en choc exogène, quoi. Voilà. Et donc, quelque part, comme nous, on détient une grande partie de ces parcs pour notre compte ou ceux de nos clients, on est forcément gagnant au bout de la chaîne, quoi. Toi, en travaillant sur toute cette chaîne. Voilà. Donc ça, c'est des idées qu'on a eues. Alors au passage, je recite Olivier Frérot, parce qu'on était en grande difficulté et on n'avait pas de solution, puisque les législations se durcissent de plus en plus. Elles, soi-disant, elles protègent les locataires, les usagers chez nous, hein, elles les protègent, mais en fait, elles protègent rien du tout. Par exemple, tu vois, t'as pas le droit d'augmenter les charges plus d'une fois par an. C'est comme ça. Mais si entre-temps ton gaz a doublé et que c'est un chauffage collectif, pendant l'année, tu payes ta note de gaz sur l'année d'avant. Donc à un moment donné, tu es obligé de faire appel au propriétaire pour payer la note de gaz du locataire. Ça se passe déjà très mal une première fois. Et puis à la fin de l'année, tu fais la régularisation de charges au locataire qui comprend pas pourquoi il a dépensé autant et qu'on lui a rien dit. C'est la loi. La loi nous protège tous. Dormez serein. Donc là, il y a deux solutions. Soit tu ne respectes pas la loi, et je pense que c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire que tant pis, on augmente les charges des locataires trimestriellement, c'est interdit, mais c'est pas grave. On leur fera un courrier disant que s'ils ne souhaitent pas, on revient en arrière, mais on leur explique pourquoi on l'a fait. Toi, c'est une manière de transgresser. Ou alors, nos entraideurs vont expliquer ça en disant attention, parce que c'est en train de flamber, quoi. Toi, par exemple, aujourd'hui, tout flambe. Et il y a des immeubles, on propose aux gens d'arrêter le ménage. Parce que c'est eux qui le payent, in fine.
Toi, la loi a défini telle charge c'est payé par telle personne, telle charge c'est payé par telle personne. Mais comme la personne ne la paye pas en direct, la charge, ça peut pas marcher. Aujourd'hui, moi, j'appelle une entreprise pour changer une ampoule dans une montée d'escalier, bah, t'auras pas une boîte qui se déplace à moins de 50 balles. Si tu dis à ton usager qui rame, qui est au SMIC, qu'il a payé 50 balles pour changer une ampoule, il devient hystérique, hein. Il va dire, mais moi, je le fais. Mais la loi m'interdit, parce que s'il se casse la gueule d'un escabeau, c'est moi qui est responsable. Oui, tout est bien fait. Donc, bah, tu les impliques. Tu leur dis, bah, le ménage, vous allez le faire. Et regardez, vous allez économiser 600 balles par trimestre, et vous êtes 4. Et les mecs, ils disent, non, mais oui, on va le faire. Et ben voilà, hop, et tu viens de leur faire une économie. Donc, ils ont un peu plus d'argent à consacrer dans leur loyer. Donc, tu vois, je suis quand même gagnant à l'arrivée. Non, mais voilà, et ça, quand ça n'a pas été, on s'est rassemblés. Donc, les gens chez moi de l'agence qui étaient saturés, parce que tu te doutes qu'ils sont entre le marteau et l'enclume, hein. Ils se font défoncer par les propriétaires et ils se font défoncer par les locataires. Et là, on a dit, bah, il faut réfléchir. Alors, on réfléchit large. Et donc, on a invité des locataires, on a invité des associations, on a invité des banquiers, on a invité le plus large possible. Donc, il y avait Fanny Gagnère du SIAO 42, hein, donc l'association qui fait le relogement d'urgence à Saint-Étienne. Il y avait et tout ça animé par Olivier. Et on a réfléchi autour de ce métier en se disant, est-ce que ce métier est utile? Est-ce qu'il sert à quelque chose? Et la réponse est évidemment oui. Évidemment oui. Il est même d'une importance capitale. Mais pas comme il est fait aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue ce business de merde qui rime à rien? Ou on bascule? Alors on bascule. Voilà. Et on a créé ça. Et puis voilà. Et puis peut-être ça va marcher et puis ça tombera aussi, mais c'est pas grave. En tout cas, on essaye. Voilà. Et ça, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est tu vois, tu me parlais de progression. Et ben ça, c'est une vraie progression. Parce que t'as pas la solution. Et aujourd'hui, tu vois, t'as pas la solution, tu vas voir ton N+2, tu vas voir ton N+1, tu prends un consultant externe. Non, faut pas faire tout ça. T'as pas la solution. Rassemble. Rassemble tous les gens concernés le plus large possible par ce sujet. On se met autour de la table, on discute. Et il émerge forcément quelque chose. Et tout le monde tempère un peu sa position. Ouais, et ça, Hervé, il faut avoir le courage et la capacité de le faire, parce que bon nombre de chefs d'entreprise ne le font pas, parce qu'ils n'ont soit pas le courage, ou refusent de le faire tout simplement en se disant si je suis à ce niveau-là, moi, dans l'organisation, c'est donc moi le plus sachant, le plus compétent, je décide. Ça, ou on n'a pas le temps. Alors, il faut décider vite, on n'a pas le temps. Ouais, c'est possible, mais c'est possible aussi que dans ma boîte, il y ait des choses qui fonctionnent pas parce que je suis pas à la bonne place non plus, hein. Rien n'est parfait. Mais il me semble quand même que, en montrant cet exemple-là, en permettant à tes collaborateurs de se dire, mais attendez, mais j'ai pas plus la solution que vous, les gars, hein. Au passage, on revient à ce que je vous disais sur le fait que j'ai un diplôme, je suis sachant. Non, moi, je suis rien, hein. Moi, je suis rien. Quand je fais ça, j'ai pas la solution, hein. Bah, si j'ai la solution, ça sert à rien de faire ça, alors. Tu comprends? Et c'est au contraire, tu l'as fait émerger, la solution. C'est ça qui est super intéressant. Et tu l'as fait émerger devant tes gars. Moi, je dis toujours à mes cadres, le plus important, vous avez un rendez-vous compliqué. Accompagnez votre collaborateur. Mais tu vas donner une leçon à ton collaborateur bien plus importante si tu te plantes avec lui que si tu réussis. Parce que si tu réussis, c'est normal, t'es son boss, t'es le plus fort, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu te plantes avec lui, parce que c'est impossible et que tu l'accompagnes, et ça, il y a très peu de cadres dans les boîtes qui font ça, hein, ils fuient ce genre de rendez-vous. Tu vas te planter avec ton gars. L'important, c'est pas de te planter, c'est de débriefer derrière, dire bon, bah là, on a tout tenté, on s'est planté, mais t'inquiète, c'est pas grave. Le mec, il va se dire waouh, putain, il y va, mon boss, quoi. Eh ben, il va y aller aussi. Tu vois, c'est bien plus important de te planter avec quelqu'un. Donc, il faut du courage pour pouvoir faire ça. Moi, il faut être courageux pour pouvoir faire ça. Tu crois? Ouais. Moi, je suis assez convaincu que il faut quand même avoir une sacrée dose de courage pour être en capacité de se mettre en danger et d'exposer sa fragilité, ses vulnérabilités, ses faiblesses et de dire je me suis un moment planté aussi avec toi. Mais la fragilité est une force. Dans notre monde à nous trois, oui. La fragilité est une force, je te le dis. Parce que justement, quand tu es dans un rendez-vous et que tu commences ce rendez-vous en disant, bah écoutez, je suis vraiment en difficulté et tout. Regarde, aujourd'hui, tu fais un rendez-vous avec une banque. Ouais, on est les plus forts, on est les meilleurs, on est cotés, blablabla. Ouais, c'est ça. Et moi, j'arrive, je dis, bah moi, putain, c'est la galère, je suis dans la merde et tout. Et bah en 3 secondes, les mecs en face de moi, pouf, ils pèsent, hein. Et là, les gars, ils disent, bah ouais, mais nous, putain, mais vous vous rendez pas compte, mais nous aussi, c'est l'enfer. Ah, bah tu vois, la fragilité est une force. Parce qu'au lieu de se faire chacun notre baratin dans notre coin, on commence le rendez-vous.
Il n'y a pas que moi qui est en difficulté, hein. Tout le monde est en difficulté. Ouais, alors on discute de notre fragilité, et puis en discutant de notre fragilité, eh ben on se rend compte que là, on va pouvoir céder. La fragilité est une force, faut l'accepter. Je sais pas si c'est du courage. Enfin, moi, je sais pas faire autrement en fait, hein, donc je me pose pas cette question. Oui, quand je dis c'est du courage, c'est un acte courageux que de se mettre dans cette situation, d'exposer sa fragilité ou ses vulnérabilités. Et après, je te rejoins. Et c'est aussi la thèse qu'on défend quotidiennement avec Tipping Point et dans nos actions quotidiennes. Mais de voir ces personnes qui le font véritablement et qui passent à l'acte, C'est tellement facile. Et c'est tellement rare. Eh ben, allons-y, soyons plus nombreux. Parce que je t'assure que moi, mes gars, en faisant ça, ils le font, hein. Parce qu'ils s'aperçoivent que ça marche. En fait, l'homme adore le succès, hein, c'est simple, hein. Si on te confie là une baguette magique, Hervé, le premier truc que tu fais, c'est quoi? Je te la rends, j'en ai pas besoin. Je pense sincèrement, j'en ai pas besoin. Moi, je fais déjà ce que je veux, donc j'ai pas de problème avec ça, quoi. Je sais pas. Évidemment, tu penses qu'est-ce que je changerais dans le monde là comme ça, mais je pense que moi j'y crois pas, ça, tu vois. Je pense que le changement, il doit venir de toi, de ton équipe, de tes gosses, de ta famille, tu vois. Donc il faut vivre avec l'environnement que t'as, c'est tout. Pour moi, hein. Après, oui, on a tous plein de désirs, mais je suis pas sûr que tu me rendras un service à faire ça, quoi. Voilà. Je sais pas si ça te va comme réponse, mais... Toutes tes réponses me conviennent parfaitement. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, encore une fois, l'exemple, le fait d'être avec tes gars, d'être sur le terrain, ça, il y a très peu de monde qui le fait. Vraiment très peu de monde. Et ça, ils ont tort, hein. Parce que quand ça se durcit ou quand ça craque à un endroit, c'est des hommes, hein. Et si t'es avec eux, ben, tu crées quelque chose que tu n'as pas si t'es pas avec eux. Tout simplement, hein. Regardez vos enfants. Vous allez devoir faire des trucs pour vos gosses. Si vous le faites pas, vous allez rater un truc. Toi, moi, j'ai un gamin, là, il veut gagner un peu de sous, il se met à faire des brocantes. Bon, bah, dimanche dernier, 5h du mat, on s'est levé, on a changé la voiture pour aller faire des brocantes pour gagner 100 balles. Je serais bien resté au lit quand même, hein. Mais si je le fais pas, je rate un truc. Je suis en train de dire à mon gosse qu'il est pas important. Je suis en train de dire qu'il a pas la bonne idée. Je suis en train de le dévaloriser. Alors que si je l'aide, je le valorise. Ouais. Et moi, ce qui m'impressionne dans ce que tu nous racontes et dans la manière dont tu le fais, c'est vraiment cette capacité à aller très rapidement et avec facilité d'un niveau justement où tu relis toutes les idées, où tu as la vision, où tu vois les choses dans leur ensemble et tout de suite sur le terrain auprès des gens qui font et à faire aussi, tu vois, et ces deux pans qui sont extrêmement complémentaires et importants. On voit quand même assez peu de chefs d'entreprise, arrête-moi Romain si je me trompe, hein, mais qui allient aussi justement et aussi, enfin avec autant d'équilibre quelque part ces deux aspects-là. Ouais, mais en fait j'ai toujours fait ça, donc je sais pas faire autrement. C'est-à-dire que j'arrive pas à, on me dit des choses, j'arrive pas à prendre une décision si je les vis pas en fait. Donc je vais accorder assez peu d'importance à ce qu'on va me dire. Je vais voir. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce que ça, je pense que je serais incapable de monter un grand groupe, tu vois, comme structuré comme c'est aujourd'hui. Puis en fait ça m'intéresserait pas, hein, surtout c'est ça le sujet. Mais j'ai du mal, donc j'aime pas qu'on me dise bah ça ouais mais on peut pas. Bon bah je vais voir, tu vois. Et ça veut pas dire que je suis compétent au passage, hein, mais je vais voir. Et en fait d'aller voir toute ta chaîne, bah tu vas faire émerger des idées que n'ont pas eu les gens qui regardent qu'un bout de cette chaîne, tu vois. C'est tout simple. En fait tu changes ton angle de vue permanent. Moi vraiment ma grande chance c'est de pouvoir être tout en haut et tout en bas, quoi. Et en même temps. Ça, c'est une chance, mais colossale. Parce qu'en fait, souvent, quand ça grippe, au passage, souvent, on pense que c'est en haut. Non. C'est en bas que ça grippe. C'est en bas. En haut, on pense que c'est bien. Et en bas, on pense pas que c'est bien et ils font pas. Donc, il y a une raison, il faut les comprendre. Et quand t'as l'idée de pouf, ça marche. C'est ça la baguette magique dont tu parlais. C'est ça, c'est pouf, ça marche. Pourquoi? Des fois, je sais pas pourquoi ça marche, hein, je te le dis. Hein. Souvent, je sais pas pourquoi ça marche. Hein. Il y en a, ils disent, non, mais toi, t'as une chance, c'est pas possible.
Moi, je crois que ma chance, c'est que je te dis 7-8 personnes nouvelles par semaine. C'est ça ma chance. Et c'est donc pas de la chance. Bien sûr. Mais je suis sans arrêt en train de faire des croissants, quoi. Sans arrêt. Après, on en parlait, il y a plein de concepts. Par exemple, aujourd'hui, moi, dans notre job, dans l'immobilier ancien, si tu te fies aux chiffres de la Fondation Abbé Pierre, il y a 4 millions de logements à rénover lourdement. Vu comme on est peu nombreux, la notion de concurrence, il n'y a pas de concurrence, quoi. En promotion neuve, il y a 3 grands terrains à Lyon, tous les promoteurs se battent comme des chiffonniers dessus. Nous, il n'y a pas de sujet, hein. Moi, je partage, il n'y a pas de problème, hein. Et donc, si j'ai quelqu'un qui vient me rencontrer, qui fait la même activité que moi, c'est rare qu'il fasse quand même 100% la même activité, et qui me dit, voilà, tiens, j'ai ça, c'est la rencontre, je t'ai raconté, qui vient de m'arriver, qui habite à Humanisme, ou quelque part, si tu regardes, on est concurrents. Bah oui, on achète des immeubles, on fait du logement social pour la collectivité, on gère. Mais eux font quand même du très, très, très social. Moi, ce qui me plaît, c'est leur conviction. C'est là où, déjà, tu vois, il y a la convergence, elle doit se faire sur plus les valeurs que sur le métier. Il y a convergence sur les convictions. Bon, voilà, on discute. Et si tu as la chance que la personne, à un moment donné, parce que par ce réseau que tu crées, elle se livre directement et elle parle de ses fragilités, en disant, ouais, mais là, on est plutôt en difficulté, là, on est en difficulté, je dis, moi, là et là, et puis magique, ça se croise, quoi. Et on fait ensemble. Alors évidemment, quand on fait ensemble, c'est-à-dire que certains pans de mon business, sur ce projet, il n'y aura pas. C'est pas grave. Parce que ça va aussi me permettre de découvrir d'autres choses, ça va me permettre d'augmenter mon niveau de relationnel, ça va me permettre de trouver peut-être une autre méthode, ça va me permettre de rencontrer surtout de nouvelles personnes que je recroiserai forcément un jour ou l'autre. Et puis en fait, voilà. Donc, quand tu t'es pas figé dans un modèle économique et que tu l'ouvres au maximum avec plein de tiroirs en essayant que tout le monde finalement arrive à se nourrir à l'arrivée, tu crées autre chose, quoi. Tu vois, c'est ça l'intérêt, quoi. Et c'est pas de la chance, vraiment, j'insiste, c'est pas de la chance. Il y en a plein qui disent, ouais, t'as de la chance. Non, c'est pas de la chance, c'est combativité, oui, ça, si tu veux. Parce que le nombre de fois, on me dit, c'est pas possible, je continue, ça, c'est sûr. Je suis un peu entêté, ça, c'est sûr aussi. Mais en fait, c'est surtout le fait de croiser, quoi. Et puis, c'est quand même magique. Quand, sur un sujet, il n'y a pas de solution et que t'arrives à faire émerger une solution, moi, c'est ça, c'est un truc qui me motive, c'est ça, c'est magique, quoi. C'est magique. Et justement, s'il y a des personnes qui écoutent cet épisode et qui ont envie de te contacter, comment elles font ? Pas de problème. Vous contactez et vous donnez mes coordonnées. Pas de souci. Okay. Pas de souci. T'es réactif sur LinkedIn. On essaye. Pour l'instant, j'ai encore la chance de pouvoir l'être. Ouais. Il y a un sujet, Hervé, que tu voulais aborder et qu'on n'est pas allé chercher. Il y en a tellement. Non, je sais pas. Non, je crois que je vais parler un peu de tout. On a parlé de plein de choses. On a vraiment parlé beaucoup de choses. Moi, j'ai noté plein de petits... j'ai souligné plein de choses sur mon papier. La confiance, l'engagement, le sens, passer du temps avec ses équipes. L'équipe et la motivation compensent la compétence. Tu nous as dit aussi un élément qui est hyper important, c'est choisir la cause. Faire du collectif et ensemble, on va choisir la cause pour laquelle on se bat. C'est aussi des éléments qui fédèrent en fait l'équipe et qui vient finalement transcender ce que vous êtes en train de faire. Et puis tu as dit aussi beaucoup de choses qui sont extrêmement importantes, c'est redescendre dans le projet, redescendre sur le terrain pour regagner en horizontalité. Ah ouais, ça c'est fondamental. Si t'es peut-être tout en haut, t'as peut-être une vision globale, mais il y a un moment, il faut aussi redescendre dans la matière et aller voir un peu ce qui se passe pour un peu cette Fox stratégie, ça les ressentir un peu cette envie. Et puis, je me suis aperçu aussi, moi, dans mon introduction un peu, qui était pas top au départ, un élément qui là, je pense, sautera aux oreilles de tout le monde, c'est la grande générosité dont tu fais preuve. T'es une personne d'une grande générosité, un grand cœur. Donc voilà, moi je voulais te remercier pour le temps que tu nous as accordé, c'était vraiment un élément, un moment extrêmement sympa, et je remercie Olivier Frérot qui nous a dit, vous devriez aller voir Hervé, je pense que c'est quelqu'un qui peut être intéressant. Merci beaucoup Hervé. Merci à vous, en tout cas. Voilà. Allez, à bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!